Salut, salut. Voilà. Alors, je vais récupérer le stream. Où est-ce qu'il est ce truc là? Je vais voir qui c'est qui est là. Wesh. Donc, t'es déjà là. Super. J'ai même pas mis mon stream. Donc, c'est le trotskisme après Trotsky. Trotskisme. On va commencer doucement. Après Trotsky. Chapitre 3. Alors attends, parce que je m'entends. Je vais couper ce truc. Ouais, c'est bon. Donc salut, Super Fabli. Donc c'est l'économie permanente d'armement qu'on regarde aujourd'hui. On parle du bouquin de Tony Cliff. Voilà. Hop. J'ai mis à jour mes informations. Alors, est-ce que j'attends qu'il y ait un peu plus de personnes? Pour l'instant, il n'y a personne. Donc, on va commencer. Je vais juste répéter un peu ce qui avait été fait la dernière fois. Donc ici, on attaque le chapitre 3 et c'était les prédictions de Trotsky. Donc la première, c'était que Trotsky, je vais jamais arriver à l'écrire, je suis dyslexique là, c'est pas possible. Donc c'était effondrement de l'URSS ou le communisme. La deuxième prédiction, c'était économie mondiale. Eh ben, morte. La troisième, alors je sais plus très bien, la troisième, c'était que ouais, c'est la révolution permanente, c'est-à-dire, grosso modo, les trucs sont amenés que par le prolétariat. Donc c'est une ère de révolution. Ah, punaise. J'arrive plus à taper sur mon écran. Une ère de révo. Et quatrième, c'est du coup faillite de la social-démocratie. Et développement massif. Développement massif de la quatrième internationale. Donc c'était ça les prédictions de Trotsky. Ah! Donc c'est pour résumer, hein, évidemment, il faut écouter ce que je dis à l'oral, c'est un peu plus compliqué, mais grosso modo, c'est ça l'idée. Et donc, évidemment, ce que dit Cliff, c'est qu'il n'y en a aucune des quatre. Alors, il y en a plein d'autres qu'il a fait qui étaient pas mal, hein, mais il n'y en a aucune des quatre qui a réellement marché. Effondrement. Trotsky. Je sais pas si bouton droit ça marche ici au moins. Ouais, si, non. Putain, dico de merde. Ok. Et puis, je crois qu'il n'y a que ça, non? Ah, je sais plus comment. Il y a 2 P à développement. Je sais jamais. Putain. C'est nul le français. Bon, désolé. Du coup, voilà les prédictions de Trotsky. Alors, sur l'effondrement de l'URSS communisme, donc c'était soit la révolution gagnée, soit l'URSS disparaissait, et on se retrouve à ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effondrement de l'URSS, au contraire. Hein. Staline arrive à atteindre jusqu'en Allemagne, hein, et contrôler quasiment tout jusqu'en Allemagne. Le deuxième exemple, c'est que X n'était pas spécialement ouvrier. Donc on a vu en détail, donc je vous invite à regarder les replays, on a vu en détail dans les autres chapitres sur ces prédictions, on a vu en détail sur l'URSS. J'ai fait deux vidéos sur le capitalisme d'État, donc j'espère que ça vous a convaincu que
que c'était capitaliste d'État. Et donc avec toutes les raisons, donc je vous renvoie aux vidéos que vous trouvez sur le replay sur ma page YouTube, si vous voulez regarder ça. Donc n'hésitez pas, ou lisez le texte, encore mieux, le texte de Cliff. Donc ici on attaque le chapitre 3, et c'est sur la deuxième prédiction de Trotsky, qui disait que le capitalisme est entré dans une ère de crise massive, et qui se remettrait jamais, qui permettrait jamais en fait de se remettre de cette crise la crise de 29, la Seconde Guerre mondiale, et qu'en fait à la fin ça serait terminé pour le capitalisme, il se remettrait jamais d'un cycle de crise. Donc on lit ce texte-là sur le chapitre 3 qui va étudier cette question-là de Trotsky, puisqu'évidemment on va voir que ça s'est pas passé comme ça. Ça vous savez déjà, il n'y a pas un gros spoil. Donc ça s'appelle l'économie permanente d'armement. Donc il y a un peu d'économie. C'est pas très très compliqué, vous allez voir, mais on peut après développer. Si vous voulez, je pourrais faire un petit truc rapide d'économie marxiste là-dessus. Alors, après la Deuxième Guerre mondiale, le capitalisme libéral est entré dans une période de prospérité. Cela contredisait directement la prédiction de Trotsky, que Mandel et compagnie s'obstinaient à répéter comme des perroquets. Ah oui, je rappelle que Tony Cliff déteste la 4e internationale. Il a eu polémiqué fortement avec leurs dirigeants historiques, dont Mandel. Mandel qui est une référence de la 4e internationale. Comme cette polémique elle est très violente, Tony Cliff il est très critique et il a beaucoup de sas comme on dit. Donc voilà, on parle plus comme ça vraiment maintenant. Il vaudrait mieux éviter ce genre de ton, mais c'est le ton utilisé à l'époque par Cliff. À l'époque là, on parle d'il y a 25 ans. Ce texte est sorti en 99, 26 ans. Et donc Mandel, c'est le dirigeant de la 4, et on a vu, en fait, sur les dirigeants de la 4 à l'époque, tout ce qu'il disait sur le capitalisme d'État, notamment, et d'autres choses. Voilà. Alors, donc, l'effort pour résoudre ces contradictions a abouti à la formulation de la théorie de l'économie permanente d'armement. Donc là, il parle de lui, en l'occurrence. Pour en comprendre la genèse, il sera utile de faire une courte digression de nature autobiographique. Donc là, c'est aussi un classique du trotskisme, c'est que pour illustrer un point, on prend un exemple de sa vie de tous les jours. Par exemple, si quelque chose va mal, si on veut voir qu'il y a de la révolution dans l'air, on parle à quelqu'un random dans la rue et cette personne nous dit « j'aime pas Macron », alors on dit « ah, c'est la révolution ». Donc ça, c'est un classique de façon d'argumenter, donc c'est un... Bon, voilà, donc ça a des limites. Donc il y a quand même un peu d'autobiographie, ça rend le texte un peu plus vivant parce que c'est pas une machine, mais ça a des limites cet argument. Donc cette digression, elle n'est pas si courte que ça, vous allez voir là-dessus, elle fait quand même ces deux trucs. Et évidemment, toutes les personnes qui connaissent Cliff connaissent par cœur, il la répète 1 million de fois, cette citation. On y va. Pour en comprendre la genèse, donc, le fait qu'en Palestine, donc lui il est né en Palestine en 1917, hein, donc sous mandat turc. J'avais construit un petit groupe trotskiste, une trentaine de membres. À partir de rien, était une bonne préparation à me colter les grandes difficultés que connaissait le mouvement trotskiste international à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc ok. J'étais comme le petit garçon dans le conte d'Andersen, Les habits neufs de l'empereur. Après des années d'isolement et de répression sous le stalinisme et le nazisme, les trotskistes étaient porteurs d'un besoin psychologique de croire au miracle. Il était trop douloureux de faire face à une situation réelle. Si mon développement politique s'était fait à l'intérieur de l'organisation trotskiste britannique, qui en 1946 comptait quelques 400 membres, j'aurais probablement subi la pression de conformité. C'est relativement important, même si là c'est pas seulement un exemple personnel. Il n'était pas suffisant en soi, pour échapper au dogmatisme, d'avoir lu Marx, Engels, Lénine, Trotsky et Luxembourg. Mandel et Pablo étaient tout aussi familiers avec la littérature marxiste que je l'étais moi-même. Le fait d'être un Palestinien isolé en Angleterre était considéré rétrospectivement un avantage politique. Et donc là, il explique, arrivant en Angleterre en 1946, et examinant les choses avec le point de vue d'un pays colonial, je fus frappé par le fait que, donc là il s'autocite, le niveau de vie des travailleurs était élevé. La première fois que j'ai visité la maison d'un ouvrier, une maison ordinaire, je lui ai demandé son métier, et il m'a répondu « engineer ». Mon anglais n'étant pas très bon, j'ai conclu qu'il était ingénieur diplômé, mais il était simplement conducteur d'engin sans qualification. Ce fut un choc. Les enfants avaient une vie bien meilleure que dans les années 30. La seule fois où j'ai vu des enfants sans chaussures en Europe, c'était à Dublin. On ne voit plus d'enfants rachitiques. Ça m'a aidé à comprendre que la crise finale n'était pas pour le lendemain.
Donc en fait, il constate, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, en 1946, donc je rappelle, en Palestine, il a créé un groupe trotskiste en Palestine, et il s'est fait mettre en prison pendant la Seconde Guerre mondiale, et il s'est fait expulser en Angleterre. Il a passé une période en Irlande, et après, il était assigné à résidence en Angleterre, sans passeport. Donc Tony Cliff est mort apatride. Donc déjà, bon, quand même, une vie un peu exceptionnelle, assez marrante. Enfin, marrante, assez intéressante. Voilà. Donc, ce que dit Cliff, c'est que finalement, les gens, ils n'étaient pas plus pauvres. Pour une crise mondiale, c'est un peu bizarre. Ok, continuons. Certains militants du mouvement trotskiste avaient quelques difficultés à admettre l'incompatibilité entre le boom économique et les pronostics de Trotsky. Donc, ce fameux pronostic que l'économie mondiale était morte. Jerry Haley continuait à vivre dans un monde imaginaire de l'imminente catastrophe capitaliste. Mandel courait toujours après les événements et utilisait des expressions de plus en plus floues pour désigner les mécanismes du capitalisme. Loin de clarifier les choses, il créait de la confusion. Le premier article polémique que j'écrivis contre lui parut en 1947. Donc rétrospectivement, ça commence à vraiment dater ces discussions. C'était une critique de sa tentative de nier l'évidence d'une reprise économique dans le monde d'après-guerre. Mais cela n'allait pas plus loin que le rejet d'une conception mécaniste de l'économie marxiste. Une réelle compréhension générale de la question ne pouvait se limiter à la solution du problème posé par l'échec du pronostic de Trotsky. Elle devait aussi répondre au prophète d'une éternelle prospérité capitaliste qui prétendait que le système serait florissant aussi longtemps que les préceptes économiques keynésiens seraient mis en pratique. Donc là, il se met à la tâche d'essayer de refaire une théorie de l'économie pour comprendre le boom, mais aussi continuer à dire que le capitalisme c'est de la daube et que probablement que la mécanique de crise allait revenir. Voilà. Ok, donc on continue. Le plein emploi était, après la Deuxième Guerre mondiale, un fait incontestable. Mais croire qu'il était le résultat de la politique keynésienne reviendrait à s'imaginer que c'est le chant du coq qui fait lever le soleil. Donc là encore, ce type de blague classique de Cliff. Depuis 1928, John Maynard Keynes répétait que la responsabilité première d'un gouvernement était d'user de mesures fiscales et monétaires afin de s'assurer que la demande restait suffisante pour maintenir le plein emploi. En 1936, Keynes avait donné à ces idées une forme développée dans le livre Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie. Mais à aucun moment ces conseils n'avaient été suivis par les gouvernements de cette période, donc dans les années 30. Les conservateurs, pas plus que les travaillistes. Donc les conservateurs, chez nous, ce serait la droite. Les travaillistes, ce serait le Parti socialiste. Ou les libéraux, qui existent en Angleterre, mais qui existaient très peu en France, jusqu'à récemment, n'étaient convaincus par ces arguments. Les choses changèrent avec l'approche de la guerre. Les capitalistes, qui étaient très réticents face aux dépenses publiques en temps de paix que Keynes préconisait, devinrent tout à coup très généreux en matière de dépenses militaires. Ainsi, par exemple, les capitalistes américains, qui avaient été furieux contre Roosevelt à cause de son déficit budgétaire annuel de 2 à 4 milliards de dollars, donc vous voyez l'augmentation qui passe plusieurs milliards de dollars. Alors maintenant, ça fait tellement rigoler ces chiffres, vu que c'est des centaines, voire des milliers de milliards, mais bon, peu importe. Ne voyez pas d'objection à un déficit de 59 milliards en 41-42. Okay, donc, en temps de paix, on ne veut pas de dette. En temps de guerre, c'est pas très grave. Il est peu probable qu'Hitler se soit penché sur la théorie générale de Keynes, mais il réalisa le plein emploi en mobilisant des millions pour l'armée et l'industrie d'armement. Donc là, c'est encore une fois une remarque, c'est à partir du moment où on passe en économie de guerre, on commence à créer évidemment de l'emploi. C'était la course aux armements et non l'économiste distingué de Cambridge qui faisait la différence. Malgré tout, lorsque pour la première fois en 20 ans le plein emploi fut atteint, l'idée qu'il pouvait être maintenu à l'aide de la politique de la demande d'État se répandit rapidement. Pour les politiciens dirigeants de toutes les parties de la génération d'après-guerre, la doctrine de Keynes semblait avoir été confirmée par les événements. On vit même un certain nombre d'anciens marxistes se déclarer keynésiens, parmi lesquels John Strachey. Donc celui-là je ne le connais pas. Donc entre 1933 et 1935, Strachey avait écrit 3 livres, La lutte pour le pouvoir, La menace fasciste et la nature de la crise du capitalisme, dans lesquels il se présentait comme marxiste orthodoxe, bien qu'il fût en fait très influencé par le stalinisme. En 1940, Strachey publia un nouveau livre, Un programme pour le progrès, qui prétendait que même si à long terme le socialisme était le seul remède au dysfonctionnement du capitalisme, à court terme, ce dont on avait besoin, c'était un programme transitoire de réforme du capitalisme, semblable au New Deal de Roosevelt. Son programme prenait 6 points principaux: l'élargissement du domaine public, donc des nationalisations, des taux d'intérêt bas sur les emprunts de capitaux, une extension des services sociaux, des allocations aux individus et une fiscalité de redistribution. Donc ça, c'est un programme de gauche extrêmement classique
qui est censé faire plaisir à tout le monde, aux capitalistes, parce qu'on crée de l'emploi, enfin on crée en tout cas on crée des gens qui achètent des produits, et en même temps qui plaît aux travailleurs. Donc ça c'est le programme de Keynes. Il devait y avoir aussi un système bancaire contrôlé par l'État et un strict contrôle public de la balance des paiements. Okay. On continue quand même à contrôler les taux d'intérêt de manière étatique. Ce programme était si minimaliste que le droitier Anthony Crosland pouvait le trouver incomparablement plus modeste que le programme du Labour Party adopté en 1937. Donc c'est vraiment pas des réformes monstrueuses. Vous vous rappelez ici qu'on est donc dans les années 40, que le programme que déjà la droite trouvait de droite, enfin en tout cas pas beaucoup de gauche, c'est déjà un truc qu'on n'a pas maintenant. Okay. Si John Strachey continue à rendre hommage à certaines analyses de Marx et à décrire la société comme capitaliste, il concluait que le chômage et les crises étaient désormais relégués dans le passé. La démocratie de masse et les techniques d'intervention économique étatique découvertes par Keynes signifiaient pour lui que le capitalisme était désormais planifié. Donc là, c'est la thèse classique des post-seconde guerre mondiale, où on peut contrôler le capitalisme par l'intervention de l'État, et que celui-ci, il peut ménager la fameuse chèvre et le chou en permanence, le prolétariat et la classe dirigeante. Crosland est aussi célébré avec lyrisme un capitalisme réformé par les méthodes keynésiennes. Donc Crosland, c'est un mec de droite. Son livre L'avenir du socialisme, publié en 1956, prétendait que l'anarchie du capitalisme se résorbait, et avec elle les conflits de classe. Donc ça, c'est la grande marotte, toujours pareil, des réformistes. Le système devenait de plus en plus rationnel et démocratique. Le capitalisme lui-même devait se désintégrer paisiblement. Tous les discours sur la production consacrés à la poursuite du profit plutôt qu'à la satisfaction des besoins humains constituaient désormais, d'après Crosland, une totale absurdité. Voilà. L'industrie privée est enfin humanisée, disait-il. Une révolution pacifique avait commencé, dans laquelle la lutte de classe devenait inconcevable. Il est impossible aujourd'hui d'imaginer une alliance offensive délibérée entre le gouvernement et les employeurs, dirigée contre les syndicats. Donc on est toujours en Angleterre. Écrivait Crosland. Nous sommes en Grande-Bretagne, au seuil d'une abondance de masse. Alors, bon là, évidemment, 70 ans après, c'est pas tout à fait pareil. Alors quoi que c'est pas, il écrit pas ça en 70, il écrit ça en 56, voilà. Dès lors que le keynésianisme garantissait une croissance sans inhibition, disait Crosland, l'État pouvait envisager d'importantes rentrées fiscales de nature à financer les réformes et les projets de protection sociale. Les socialistes devaient cesser de s'intéresser aux problèmes économiques. Donc là, on a une longue citation, donc je vous donne le lyrisme. Nous tournerons de plus en plus notre attention vers d'autres sphères, à long terme plus importantes, telles que la liberté individuelle, le bonheur, les entreprises culturelles, la culture des loisirs, de la beauté, de la grâce, de la gaieté, de l'enthousiasme. Davantage de terrasses de café, des rues plus claires et plus gaies la nuit, des heures de fermeture des pubs plus tardives, davantage de théâtre au répertoire local, de meilleurs hôteliers et restaurateurs, plus de fresques et de tableaux dans les lieux publics, un meilleur design des meubles et ustensiles et des vêtements féminins, des statues au milieu des zones résidentielles, un éclairage public et des cabines téléphoniques plus beaux, enfin plus belles en l'occurrence, et ainsi de suite à l'infini. Donc voilà, ça, c'est ce qu'on prédisait dans les années 50 à cause du boom. C'est pour dire en fait l'impact que ça avait l'économie à l'époque sur la production comme ce genre de personnages. Si Mandel et Ely étaient contredits par les conditions concrètes du boom d'après-guerre, les keynésiens et autres, donc je rappelle, Mandel et Ely, c'est trotskistes qui prédisent la fin du capitalisme, les keynésiens et autres apologistes du capitalisme ont aussi été démentis à long terme par les crises de plus en plus profondes et insolubles qui ont secoué le capitalisme occidental à partir des années 70. Alors, on rentre dans le vif du sujet, la théorie de l'économie permanente d'armement, issue du développement de la théorie du capitalisme d'État, évitait les pièges des deux positions. La compréhension de la Russie devint la clé qui permettait de comprendre le boom d'après-guerre du capitalisme occidental. Et là, on se pose la question, quel est le rapport ? Comment cela est-il possible ? On y va. Donc la théorie du capitalisme d'État identifiait la compétition militaire entre la Russie et les pays capitalistes occidentaux comme le mécanisme essentiel de la dynamique d'accumulation du capital en Russie. Donc ça, je vous renvoie à la vidéo donc la dernière fois, où grosso modo, un des arguments concernant le capitalisme d'État. Alors, est-ce que je retrouve ma note ? Où est-ce qu'elle est ma note ? Sur le capitalisme d'État, je ne me rappelle plus où j'ai mise. Voilà, c'est là. Et donc, Russie en concurrence mondiale. Donc, quand vous regardez les notes, c'est ici les raisons pour lesquelles la Russie était capitaliste d'État, pour Tony Cliff.
Hein, donc je reviens très très vite. Hein, ça peut pas être un État ouvrier, puisque les ouvriers aucun contrôle. On est obligé à renverser l'État. Par contre, toute classe dirigeante pourrait utiliser les moyens de l'État, comme le KGB et la police, pour contrôler. Ce qui s'est passé, évidemment, au moment de la fin des États soviétiques et russes dans les années en 89. Après, il y a tout un ensemble d'analyses que la bureaucratie, c'est pas juste quelque chose qui gère la misère, qui gère les queues. Hein, c'est aussi, ça gère aussi la distribution de celui qui gère les queues, donc la distribution des personnes qui gèrent. Ok. Et donc, ça effectue les tâches historiques de la révolution bourgeoise. Après, il y a un problème sur les propriétés des moyens de production qui sont collectifs, hein, et ça c'est déjà arrivé dans l'histoire. Mais bon, comme on vient de le voir, il y a beaucoup d'États qui ont choisi l'intervention et la dette. De manière générale, le contrôle de l'État par l'État de l'économie, il s'agit d'un cas extrême dans lequel il y a un contrôle total de l'économie étatique, par l'État, pardon, de l'économie d'un pays. Par contre, la dynamique, qui est celle de la concurrence mondiale, militaire versus le reste du monde. Et c'est ça qui impose en fait le fait que pour survivre, Staline a été obligé d'effectuer les tâches historiques de la révolution bourgeoise, c'est-à-dire virer les paysans essentiellement pour l'accumulation primitive du capital. Donc ça, théorie du capitalisme natal, elle fera que, en fait, qu'est-ce qui se passe? Un pays arriéré, entre guillemets arriéré, avec une grosse paysannerie et une industrie qui est existante mais relativement faible, du fait de la concurrence avec le monde occidental, concurrence militaire, a en fait fait les tâches beaucoup plus rapidement qu'a effectué l'Angleterre, la France, etc. pour se développer. Et cette concurrence-là, en fait, elle a poussé en face la concurrence aussi des États-Unis et du monde occidental, imposant à tous ces pays, vous allez voir, eh ben, de faire une course aux armements. Donc, l'existence de la Russie, du puissance russe, du capitalisme d'État russe, a créé cette situation-là. Donc, ce qu'on va expliquer là. Ok. La production d'armement de la Russie explique aussi pourquoi elle ne souffrait pas des cycles de prospérité et de récession. Donc ça, on verra après pourquoi. En même temps, de l'autre côté du rideau de fer, les dépenses d'armement restaient à un haut niveau malgré la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc ça, c'est le paradoxe. Dépenses d'armement très élevées à la fin de la Seconde Guerre mondiale côté occidental, et toujours concurrence militaire, accumulation évidemment aussi militaire du côté russe. Le texte de 1948, La nature de classe de la Russie stalinienne, comporte un chapitre intitulé Production et consommation des moyens de destruction. Donc la production d'armes a des vertus particulières. Elle ne crée pas de nouveaux moyens de production. Évidemment, les armes, c'est pas des machines, et donc ce n'est pas quelque chose quand vous créez qui crée de la valeur, hein, en tout cas, et elle ne crée pas de nouveaux moyens de production. Ok, donc c'est la forme 1 pour utiliser les termes de Marx dans le Capital. Donc je ferai une série aussi pour expliquer tout ça la prochaine fois. Elle ne contribue pas non plus à la consommation de la classe ouvrière. Donc évidemment, personne n'achète de missiles, donc on ne consomme pas des missiles. Le produit de l'industrie d'armement, par conséquent, ne revient pas nourrir le cycle de production. Donc on ne crée pas de cycle de surproduction, on peut accumuler des missiles, et on ne fait pas le deuxième effet qui est, qui vient augmenter le nombre de machines, on ne vient pas augmenter le capital. C'est pas un réinvestissement, l'armement. Et donc, comme dit Cliff, c'est une forme de consommation improductive, analogue à la consommation d'objets de luxe par les capitalistes eux-mêmes. Donc, vous avez une forme 2B ou 3. Donc, pour ça, il faut lire le Capital, mais je ferai une vidéo là-dessus, je pense, un stream là-dessus. La production d'armement est la consommation collective de la classe capitaliste, qui assure à cette classe, à travers l'expansion militaire, l'acquisition d'un nouveau capital, de nouvelles possibilités d'accumulation. D'accord? La capacité d'acquérir de nouvelles possibilités d'accumulation différencie la production et la consommation de moyens de destruction, et des autres consommations de la classe capitaliste. Donc en fait, ce que dit, c'est que la nature même du fait de faire de l'armement, ça crée une différence par rapport au cycle habituel du capital. D'habitude, on investit, ok, on fait de la surproduction, parce qu'il y a des concurrents, mais on a aussi un surinvestissement. Ici, ce truc-là sort de ce système-là. C'est comme si, en fait, les capitalistes achetaient du champagne en permanence et se gavaient de champagne. Ça détruit, en fait, entre guillemets, du capital, mais ça ne rentre pas dans le cycle, puisque ça ne rentre pas dans la surproduction, et visiblement, ils peuvent se gaver de champagne, et ça ne rentre pas non plus dans le système de réinvestissement, donc dans l'économie. Ok.
La nature de classe de la Russie stalinienne montrait que les vertus stabilisatrices de la production d'armes expliquaient pourquoi le capitalisme d'État russe ne connaissait pas les cycles classiques de prospérité et de récession caractéristiques des économies de marché. Donc ça, c'était un des arguments que donnaient les trotskistes, notamment la théorie de l'État ouvrier. C'est comme il n'y avait pas ce fameux cycle de surproduction et de passage, de récession, etc., etc., dans les années 30, puis après la Seconde Guerre mondiale, dans ces économies-là. Donc il y avait l'hypothèse que c'était une économie qui était meilleure, qui était socialiste, ou en tout cas ouvrière. Voilà, donc ce que dit Cliff, il dit que non, pas du tout, c'est parce que en fait, il y avait une portion énorme dédiée à la production d'armes. Ok. L'analyse ci-dessus était un pont vers la théorie de l'économie permanente d'armement, qui mettait en évidence le rôle des dépenses militaires dans l'expansion de l'économie des pays de capitalisme libéral. Ok, donc il continue à expliquer le cheminement de pensée. En mai 1957, l'argumentation devient plus spécifique dans l'article intitulé Perspective de l'économie permanente de guerre, qui analysait l'effet des dépenses militaires sur la dynamique de la Russie stalinienne ainsi que sur le capitalisme occidental et japonais. L'impact des dépenses d'armement n'était pas vu comme un accident. Le niveau économique de la société, le stade atteint par les forces productives, était le facteur décisif dans l'organisation de ces armées. Comme disait Marx, notre théorie selon laquelle l'organisation du travail est conditionnée par les moyens de production n'est, semble-t-il, nulle part aussi clairement confirmée que dans l'industrie de la boucherie humaine. Ok. Dans la période de jeunesse du capitalisme, l'arriération de l'économie interdisait de nourrir et d'équiper de vastes armées. Ok, donc au tout début, c'est très dur d'avoir des grosses armées. Comparé aux armées immenses mobilisées pendant les Premières et Secondes Guerres mondiales, celle du capitalisme naissant était minuscule. Même pendant les guerres napoléoniennes, la France, qui dominait pratiquement toute l'Europe, n'a jamais enrôlé plus d'un demi-million d'hommes. Les forces armées britanniques de l'époque comptaient moins d'un dixième de celles de la France. Frédéric le Grand disait des guerres du XVIIIe siècle que le citoyen pacifique ne devait même pas se rendre compte que le pays était en guerre. Même pendant les guerres du XIXe siècle, les guerres napoléoniennes, les guerres de l'opium, la guerre de Crimée, la vie des nations belligérantes était dans l'ensemble peu affectée. Voilà, donc ça c'est vraiment un point qui est central, qui fait aussi une des particularités du capitalisme. L'accumulation primitive a permis en fait une abondance notamment de la nourriture, via l'agriculture, via l'industrie, ce qui permet en fait de maintenir des plus grosses armées. Et donc du coup un investissement plus massif dans des plus grosses armées. Et donc il y a un tournant, évidemment, qui commence avec la Première Guerre mondiale. Tout cela change avec la Première Guerre mondiale. La France, dont la population avait seulement 10 millions d'habitants, de plus qu'à l'époque de Napoléon Ier, 40 millions contre 30 millions, mobilisa jusqu'à 5 millions de soldats, c'est-à-dire presque 10 fois plus. Les autres pays belligérants firent de même. En même temps qu'une extraordinaire croissance de la taille des armées, il y eut une augmentation massive des dépenses de technologie militaire. Conjugué, tout ceci amena un changement important dans le rôle du secteur militaire au sein de l'économie nationale globale. Avant la Première Guerre mondiale, bien que les puissances impérialistes fussent dans certaines mesures déjà prêtes pour des opérations guerrières, tu m'étonnes, colonisation c'était exactement ça, l'économie n'était pas du tout équipée pour la production d'armement. C'est seulement après que les diverses guerres aient commencé, dans les faits, que la classe dirigeante prit les décisions nécessaires pour faire face à la situation des canons ou du beurre. Ouais. Allez, on continue là-dessus. Attends, seulement après les diverses guerres. Voilà, c'est les canons ou du beurre. Pourquoi il dit les canons ou du beurre? Ouais, tu choisis entre l'un ou l'autre. Ok. Ainsi, en 1914, il était possible d'analyser le développement du capitalisme sans accorder d'attention particulière aux guerres et à leur préparation, car elles jouaient un rôle mineur dans le développement économique. Immédiatement après la Première Guerre mondiale, le secteur militaire de l'économie se rétracta. Les énormes armées avaient été en grande partie démobilisées et la production d'armement fut considérablement réduite. Malgré tout, dans le sillage de la Grande Dépression des années 30 et de la prise du pouvoir par Hitler, un puissant secteur militaire de temps de paix apparut pour la première fois dans l'histoire. Entre 1939 et 1944, la production de munitions en Allemagne fut multipliée par 5, par 10 au Japon et en Angleterre par 25 et aux États-Unis par 50. Ah ouais. Donc si vous demandez comment les États-Unis ont gagné la guerre, c'est pour ça. Vous multipliez par 50 votre production militaire. Et donc là, vous avez les dates. Je pense que c'est chiffre approximatif. En grande partie dépenses militaires. Ok. Vous avez vu l'augmentation systématique, quasiment x2, de l'économie militaire.
Alors qu'après la Première Guerre mondiale, il y a eu une période d'une quinzaine d'années pendant laquelle aucun pays n'avait eu de secteur guerrier un tant soit peu développé, après la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas eu de telle interruption. Peu de temps après qu'elle ait pris fin, la course aux armements reprenait. Et donc la guerre froide, en fait, a déclenché une autre guerre, une autre concurrence qui se base sur l'armement. Donc c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Ce qui fait que les dépenses militaires qui diminuent d'habitude après la guerre, elles se sont maintenues après la Seconde Guerre mondiale. Alors qu'elles s'étaient arrêtées en 14. Voilà. Qu'il y a eu une crise du coup. Let's go. Armement, prospérité et récession. Donc vous n'hésitez pas dans le chat. C'est pas très interactif en ce moment mes streams, mais on peut faire interactif si vous avez des questions. Même si ça n'a rien à voir avec le stream. Enfin, il faut quand même que je puisse répondre. Ok. Pendant plus d'un siècle, le capitalisme avait connu une succession de cycles de prospérité et de récession. Les crises se produisaient plus ou moins régulièrement tous les 10 ans. Mais depuis l'avènement de l'économie permanente de guerre, donc c'est ce qui qualifie le fait qu'on continue d'investir systématiquement dans les armes, le cycle avait été apparemment brisé. Pour comprendre comment cela était possible, comment un secteur de l'ordre de 10% de l'économie nationale pouvait empêcher une dépression générale, nous devons d'abord rapidement nous rappeler les causes de récession dans le capitalisme classique. Donc là, c'est un peu d'économie marxiste là-dessus. Let's go. La cause fondamentale des crises capitalistes de surproduction, donc quand elles sont de surproduction, elles ne le sont pas toutes, réside dans le niveau relativement bas du pouvoir d'achat des masses comparé aux capacités productives de l'industrie. Comme le disait Marx, la raison ultime de toutes les vraies crises reste toujours la pauvreté et la consommation réduite des masses, comparée à la tendance de la production capitaliste à développer les forces productives, comme si la seule capacité absolue de consommation de la société constituait leur limite. En dernière analyse, la cause de la crise capitaliste réside en ceci qu'une part de plus en plus grande du revenu de la société tombe entre les mains de la classe capitaliste et qu'une part de plus en plus grande de celui-ci est consacrée non pas à acquérir des biens de consommation, mais au contraire les moyens de production. Donc en fait, on réinvestit pour avoir des nouveaux moyens de production et pas produire de la consommation. Okay. La croissance relative de la part du revenu national consacrée à l'accumulation, comparée à la part allant à la consommation, conduit inévitablement à la surproduction. Donc si on baisse la consommation, on augmente et que la production elle reste normale, évidemment on a une surproduction. Une situation dans laquelle la quantité croissante de marchandises fabriquées ne peut pas être vendue, tout simplement parce que les consommateurs n'ont pas les moyens de les acheter. Donc ça c'est vraiment la théorie de base de la crise chez Marx. C'est un processus cumulatif. Une augmentation de l'accumulation s'accompagne de la rationalisation et de l'innovation technologique qui aboutissent à un accroissement du taux d'exploitation, donc c'est-à-dire il faut augmenter la concurrence, donc il faut pressurer les travailleurs, ce qui revient en général à baisser le salaire. Plus le taux d'exploitation est élevé, donc plus on a baissé le salaire, plus augmente le fonds, dont l'accumulation est extraite comparé au salaire des travailleurs. Donc le différentiel entre ce qui est produit et ce qui est capable d'acheter la population. L'accumulation nourrit l'accumulation. Okay. Donc les crises sont inévitables et elles se répètent inéluctablement dans le capitalisme. Ok. Les gigantesques dépenses militaires d'après-guerre ont eu une influence majeure sur la tendance aux crises. L'économie d'armement avait désormais un effet important sur le niveau du pouvoir d'achat populaire, le niveau de l'accumulation réelle du capital et la quantité de marchandises mises sur le marché. Alors là, il donne un petit exemple. Supposons qu'il y ait un pays d'1 million d'individus à la recherche d'un emploi, que dans un pays, 1 million, et que parmi eux, 10% sont employés par le gouvernement à la production d'armes, soit 100 000 personnes. Leur pouvoir d'achat nouveau aura pour effet l'emploi de davantage de travailleurs dans d'autres secteurs. La relation numérique entre la taille du premier groupe et celle du second a été appelée le multiplicateur par Keynes. Pour abréger, ce terme peut être emprunté utilement. Si le multiplicateur est de D, l'emploi de 100 000 personnes par l'État augmentera l'emploi global de 200 000 personnes. Et s'il est de 3, l'augmentation sera de 300 000, et ainsi de suite. Il n'y a par conséquent aucun doute qu'un budget d'armement de 10% du revenu national peut avoir un effet cumulatif hors de proportion avec sa dimension dans l'augmentation du pouvoir d'achat des masses. Voilà. Ok. Donc en fait, ce qu'il dit, c'est grosso modo, les gens qui produisent de l'armement, c'est des gens qui fournissent du travail juste pour leur propre consommation à plein d'autres personnes. En fait, on a une zone de l'économie qui est très stable et qui permet en fait la consommation. Lorsque 10% du revenu national va à l'armement,
Les ressources en capital à la recherche d'un investissement dans la production non guerrière connaissent une réduction abrupte. Dans notre exemple, de 20% du revenu national à 10%. L'augmentation du pouvoir d'achat de la population, joint aux commandes publiques d'armes, d'uniformes, de casernes, donne un débouché aux marchandises et désamorce les crises de surproduction. Okay, et ça parce que les armes, elles s'accumulent ou elles s'utilisent et elles détruisent. En fait, elles ne re-rentrent pas dans le cycle de production et elles ne re-rentrent pas dans le cycle d'achat de machines. Au surplus, une économie de guerre a naturellement un impact sur le taux de croissance de l'offre de biens non militaires à la recherche d'acheteurs civils. Le plein emploi ne se borne pas à augmenter le nombre de salariés, il provoque une tension sur le marché du travail permettant aux travailleurs d'obtenir de salaires plus élevés. Paradoxalement, ce n'est pas contradictoire avec l'augmentation des profits. Le capital travaille plus pleinement, il y a moins de capacité inemployée ou de capital fonctionnant à perte. Le renouvellement est plus important. Ainsi, par exemple, dans les années 37-42, les salaires globaux dans l'industrie américaine ont augmenté de 70% et les profits de 400%. Donc là, c'est une apparente contradiction qui est que dans le plein emploi, quand il y a une économie de guerre, on a l'impression que les salaires augmentent et donc du coup que les capitalistes perdent du pognon, mais en fait, les débouchés, les marchés augmentent plus vite et donc on peut augmenter les profits beaucoup plus que l'augmentation de salaire. Donc ça dure un temps, hein, évidemment. Avec les énormes forces productives disponibles dans la société, l'augmentation de la charge des armements n'a pas conduit à une réduction de la consommation civile, bien au contraire. Ceci a été démontré de façon le plus claire par le pays capitaliste le plus riche du monde, les États-Unis, pendant la Seconde Guerre mondiale. En même temps qu'en 1943, les USA dépensaient une somme énorme de 83,7 milliards de dollars pour la guerre. Donc juste pour info, hein, donc là c'est 83,7, c'est énorme. Le budget annuel maintenant des US c'est 800 milliards de dollars. Okay. Alors, il y a évidemment l'inflation et tout, mais c'est pour vous dire l'énorme niveau de dépenses militaires toujours actuel des États-Unis. La consommation civile non seulement ne chuta pas, mais fut en fait plus élevée qu'avant la guerre, passant de 61,7 milliards de dollars à 70 milliards. Une augmentation de 15%. Donc vous notez que le fait ici qu'on investisse énormément dans l'armement, qu'on dépense du budget, ça ne baisse pas la consommation, au contraire ça a boosté l'économie. La théorie de l'économie permanente d'armement a montré pourquoi la prédiction de Trotsky ne s'était pas réalisée. Mais elle fait plus encore. Elle a démontré qu'à long terme, une prospérité économique bâtie sur une ogive nucléaire ne pouvait pas être stable et saine. Même si le capitalisme mondial connaissait une prospérité due aux dépenses d'armement, tous les pays ne supporteraient pas la même charge de budget militaire coûteux. Et effectivement, on vient de déporter la concurrence sur les pays, et tous les pays ne peuvent pas suivre cette concurrence. C'est un peu le problème de l'économie permanente d'armement. Ceux qui dépensaient peu en retirent un avantage inversement proportionnel aux dépenses d'armement. Le texte de 1948 sur la Russie affirmait que le capitalisme ne connaissait qu'une stabilisation temporaire. Il déclarait « Les puissances peuvent entrer dans une concurrence si âpre sur le marché mondial que chacune, pour renforcer sa position, va commencer à réduire ses dépenses d'armement. Nous voyons à présent l'Angleterre contrainte de réduire son budget de défense à cause de la concurrence avec l'Allemagne et de la détérioration de sa balance des paiements internationaux. » Alors là, juste pour info, il y a la concurrence d'armement, mais il y a la vraie concurrence. L'Allemagne, après la Seconde Guerre mondiale, ils n'ont plus le droit d'acheter des armes. Donc eux, ils n'ont pas le droit à l'économie permanente d'armement. L'Allemagne et le Japon. Et c'est pas un hasard si c'est les deux économies les plus prospères à la fin des années 70 et encore après, parce que justement, eux, ces deux pays n'avaient pas investi dans l'armement. Ils n'étaient pas en concurrence, ils n'avaient pas le droit en fait d'acheter des armes. Jusqu'à présent, aucun pays n'a été capable de se mesurer aux États-Unis, de les forcer à abandonner la course aux armes et de commencer à lutter à qui réduit le budget d'armement le plus vite. Ils peuvent se permettre à le budget militaire le plus élevé du monde, même en tant que l'investissement absolu dans l'industrie le plus important. Voilà, donc le fait qu'il y ait une position dominante des US fait que cette contradiction marche moins bien pour les US, puisqu'ils peuvent avoir un budget énorme d'armement, parce que de toute façon ils ont un budget énorme et un investissement absolu dans l'industrie qui est énorme. La charge inégale de la course aux armements devait mener à une déstabilisation. Donc ça c'est assez intéressant aussi, c'est-à-dire que là, la crise elle devient d'interdépendance entre les pays et plus à l'intérieur du pays, en tout cas moins. Et le texte prédisait, ce qui s'avéra une erreur, que la Russie pourra en être le vainqueur. Au moins comme ça, il est honnête. Avec le rythme élevé du développement de l'industrie russe, il est possible que dans 10 ou 20 ans, même si elle n'atteint pas le niveau absolu de l'industrie américaine, elle pourrait mettre en échec les USA sur le marché mondial dans certains secteurs, ceux de l'industrie lourde.
À ce moment-là, les États-Unis pourraient réduire leur budget de défense pour prévenir une défaite sur le marché mondial. Et donc c'est évidemment pas ça qui s'est passé du tout, même si dans l'industrie lourde ils étaient devant, mais on est passé à celle des microprocesseurs et la Russie n'a pas suivi, elle restait dans l'industrie lourde historique. L'argument de base était néanmoins correct. Ainsi, l'économie de guerre pourra de moins en moins servir de remède à la surproduction comme stabilisateur de la prospérité capitaliste. Quand l'économie de guerre commencera à s'essouffler, alors sonnera le glas de la prospérité capitaliste. Ok, donc le keynésianisme est toujours pas bon, et évidemment les prédictions de Trotsky non plus. Enfin celle-ci en tout cas. Donc il y a une théorie qui est, je rappelle, la concurrence d'armes entre les pays. En fait, ce ne fut pas la Russie qui obligea les États-Unis à réduire leur budget militaire, mais surtout l'Allemagne de l'Ouest et le Japon. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, des économies qui n'avaient pas d'armes. Les deux pays auxquels il avait été interdit de conserver d'importantes armées parce qu'ils avaient perdu la guerre. Malgré tout, la brochure La nature de classe de la Russie stalinienne avait raison lorsqu'elle prévoyait que la stabilisation du capitalisme de marché par des dépenses d'armement ne serait que temporaire. En fait, elle a duré longtemps quand même, mais elle avait fini par s'arrêter. En fait, en détournant la plus-value de l'investissement productif, elle tendait à éviter les récessions prises d'une tendance à long terme à la stagnation. Les économies comportant un niveau élevé de dépenses militaires se trouvaient désavantagées dans la compétition et étaient par conséquent contraintes d'augmenter la part d'investissement allant aux industries civiles, ce qui permet aux tendances classiques du cycle économique de se réinstaller. Et donc du coup, une fois qu'on a fini cette course aux armes, il y en a qui sont contraints de l'abandonner, et on revient au capitalisme classique, avec moins d'armes. Sauf pour les US en l'occurrence. La rivalité croissante entre les États-Unis d'une part et le Japon et l'Allemagne de l'Ouest de l'autre, aiguisée par la répartition inégale de la charge des armements, mena effectivement à la déstabilisation de l'économie et à un retour aux récessions globales. Le pronostic selon lequel, après un certain nombre d'années, l'économie mondiale connaîtrait un ralentissement a été vérifié. Le produit mondial qui augmentait de 5,4% par an dans les années 50-63 et de 6% dans les années 63-73 est tombé au taux de 3%, 2,6% dans les années 73-90 et 1,4% dans les années 90-96. Les États-Unis dépensaient en armement une proportion bien plus grande de leur revenu national que le Japon ou l'Allemagne de l'Ouest. Le Japon n'a jamais consacré plus de 1% de son revenu national à la défense. Pour ça, ça a un peu changé depuis quelques années. Il est ainsi parvenu à accumuler plus de capital et à investir davantage dans l'industrie pour réutiliser ses usines. La conséquence a été que l'industrie automobile japonaise a progressé par bonds gigantesques. La construction navale japonaise a remplacé l'Angleterre à la première place mondiale. Dans l'électronique, le Japon a supplanté l'Allemagne, etc. etc. Donc on comprend que c'est toujours le même mécanisme qui comporte ses propres risques, du coup, de réinvestir du capital, parce que vous rentrez par contre dans les cycles classiques de crise du capitalisme. La guerre du Vietnam a creusé l'écart entre l'industrie américaine et celle de l'Allemagne et du Japon. Le résultat fut qu'en 1973, la faiblesse du dollar se manifesta par une explosion des prix du pétrole, libellé en dollars. Le long boom des 30 glorieuses était terminé. La théorie de l'économie permanente d'armement tenait pour certains que l'irrationalité du capitalisme ne diminuait pas avec l'âge. Le capitalisme, qui selon l'expression de Marx est couvert dans toute son histoire de sang et de boue, n'est pas devenu plus débonnaire dans son âge sénile. Au contraire même. En réalité, l'économie permanente d'armement est l'expression la plus achevée de la bestialité et de la barbarie du système. Donc ça, c'est ce fameux chapitre de Tony Cliff, qui est un peu compliqué parce qu'il faut un poil s'y connaître en économie, et j'avoue que c'est pas l'un de mes points forts, mais grosso modo, on comprend à peu près l'idée qu'à partir du moment où on crée, en fait, ça revient à jeter une partie du capital. On développe pas ces usines entre elles, mais c'est la concurrence entre l'armement qui joue. Et comme on développe pas ces usines, qu'on relance pas de l'accumulation pour de l'accumulation, on a moins le cycle de crise. Et ça a duré et qu'a expliqué le boom après la Seconde Guerre mondiale. C'est le fait que le niveau de dépenses d'armement était continuellement très élevé. Voilà, donc ce chapitre il était un peu plus court que les autres, donc j'ai un peu le temps, je peux peut-être faire celui d'après. Est-ce que vous voulez que je fasse celui d'après de chapitre? Est-ce que quelqu'un a un avis parmi les personnes qui sont là? Oui, ok, allez, on fait la suite alors. Alors là, c'est un truc, moi je ne l'ai pas lu avant de faire la séance, donc on va en parler.
Là, je pense par contre qu'on va rentrer dans un truc où Cliff, il est pas très bon. Et parce qu'on va rentrer dans le truc de lutte de libération nationale, révolution par étapes, etc., etc. Tous les débats qu'il y a sur la décolonisation, sur le maoïsme, etc., etc. Donc on va quand même lire un peu le début, et puis je vais commenter en live en fonction de ce que je me souviens de cette théorie, mais je sais que c'est pas ma préférée de Tony Cliff. Ok, let's go. Alors, révolution permanente déviée. Donc, ok, donc ça je l'avais indiqué dans les prédictions de Trotsky. Voilà. Révolution permanente, le prolétariat, c'est le seul capable de faire la révolution. Et donc, du coup, tout ce qui va se passer dans la prédiction de Trotsky, c'est forcément une ère de révolution ouvrière. Et ça, c'est important de retenir que c'était dans la prédiction de Trotsky, parce que pour lui, c'est la seule classe, la classe ouvrière, qui permet la révolution. Toutes les autres ne permettent aucun moyen de se débarrasser de l'impérialisme. Et donc, il appelle cette théorie la théorie de la révolution permanente. Après, sur le chapitre précédent, comment on analyse le réinvestissement massif dans l'armement récemment? Alors, voilà, ça c'est, comment dire, c'est le même problème quand on fait de l'économie, c'est que c'est pas du tout ma spécialité, hein. Donc l'idée de comprendre de manière très générale l'économie permanente d'armement, moi ça m'a permis de comprendre grosso modo pourquoi l'Allemagne et le Japon avaient des économies très développées et pas les autres, notamment l'Angleterre et la France, de manière, j'allais dire, très macro, hein. Et dans mon idée, c'est toujours ça, c'est tu crées des forces productives et tu les gaspilles. Après, il y a le réinvestissement. Grosso modo, il y a toujours la concurrence dans les États. Donc, du coup, tu as toujours les États-Unis, quand ils ont commencé à gagner la guerre contre la Russie, elle a perdu. Donc, il y a eu une vague, en fait, à un moment donné. Il y a la possibilité pour d'autres capitalistes d'émerger là-dessus. Mais on est toujours en concurrence militaire dans plein de pays. Et donc, tu as toujours le besoin du réarmement militaire là-dessus, puisque les économies comme la Chine, par exemple, qui ont leurs propres soucis, hein, de capitalistes, ont aussi besoin d'investir militairement. C'est-à-dire qu'en fait, on rentre dans les deux trucs en même temps, alors qu'avant, ce qui dominait, c'était l'économie armement permanente, et encore avant, c'était le capitalisme classique. Là, tu as les deux en même temps, avec des tendances up et down, qu'il faudrait comprendre directement, localement. Donc il y a le bouquin d'Ashkar que vous pouvez lire là, sur la nouvelle guerre froide qui explique ça, notamment qui analyse beaucoup les dépenses militaires américaines et la doctrine américaine sur le nombre de guerres que les États-Unis souhaitent comment dire, les États-Unis attendez, excusez-moi. Donc les États-Unis souhaitent pouvoir mener des guerres totales sur plusieurs fronts en même temps. Donc je vous invite à lire les textes de Gilbert Ashkar là-dessus. Bon, je sais pas si ça répond super affaibli, mais ça répond pas bien parce que j'ai pas beaucoup de réponses. C'est pas du tout ma spécialité, cette question-là. J'ai peur de dire des âneries. Ok, alors, on y va. Un autre problème que les trotskistes d'après-guerre ont eu, merci, des difficultés à résoudre a été celui du développement de la situation dans le tiers-monde. La théorie de la révolution permanente, telle que Trotsky l'avait élaborée pour la Russie, prédisait l'affaiblissement de l'impérialisme et un changement social dans les pays du tiers-monde. Ce dernier devait être conduit par la lutte que menait la classe ouvrière pour accomplir les tâches de la révolution bourgeoise, qui devait se poursuivre par le combat pour le socialisme. D'accord ? Donc, en fait, ce qui sous-tend ici le texte, hein, qui n'est pas très clair quand on lit, j'ai mis du temps à comprendre, c'est qu'on considère qu'en fait tous les pays dominés par l'impérialisme ne sont pas des pays capitalistes, hein, mais sont des pays qui ont des restes de féodalité. Et donc l'impérialisme les a laissés dans des restes de féodalité, et que cette féodalité, en fait, il faut la dépasser par une révolution, comme ça s'était passé pour les autres pays capitalistes, hein. Il faut se débarrasser du féodalisme en faisant la révolution, en tout cas au moins capitaliste, ok ? Donc c'est ça qu'il dit. Et alors évidemment, à l'époque du tsar, le féodalisme c'était une réalité. Il y avait encore
une cohabitation entre une partie capitaliste de la Russie avec une classe ouvrière et une partie féodale, hein, essentiellement paysanne. Et là, c'est la même idée. C'est-à-dire que les pays sous domination impérialiste du tiers-monde, ce qu'il appelle le tiers-monde, sont des pays qui sont féodaux, semi-féodaux, ou des choses comme ça, des caractérisations à définir d'ailleurs plus précisément. Donc on continue là-dessus, donc plap plap plap, ce dernier devait donc être conduit par la lutte que menait la classe ouvrière pour accomplir les tâches de la révolution bourgeoise, ce qui devait donc se poursuivre par le combat pour le socialisme. Donc là ce qu'il dit, c'est que la révolution permanente, c'est au sens où que les bourgeoisies locales, dans les pays sous domination impérialiste, elles sont pas assez fortes pour mener la lutte d'émancipation, pour battre leur féodalité en fait, s'émanciper de la féodalité et devenir une économie capitaliste classique. Et ça, ce rôle-là, il vient au prolétariat, à la classe ouvrière locale, d'accord. Donc la question de savoir si la théorie de la révolution permanente pouvait expliquer le développement de la situation dans le tiers-monde était posée de façon particulièrement aiguë par la Chine de Mao et le régime castriste de Cuba. Est-ce que la théorie s'appliquait ? Il n'était à l'évidence pas possible de répondre simplement par oui ou par non. Il y avait beaucoup de similitudes entre ce qui se passait dans ces deux pays et la théorie de Trotsky, mais aussi par ailleurs des différences profondes. D'où la nécessité de formuler une théorie qui engloba les deux aspects. Ce fut la théorie de la révolution permanente déviée, ce qui en anglais s'appelle Deflected Permanent Revolution, puisque rappelez-vous, tout ça c'est écrit en anglais. Donc on attaque la Chine de Mao, donc c'est intéressant de comprendre la dynamique de la Chine de Mao, et c'est aussi un débat qu'on peut avoir sur le capitalisme d'État, du coup, avec la Chine de Mao. Let's go. En dépit de leur étiquette communiste, la classe ouvrière industrielle n'a joué aucun rôle dans la victoire des troupes maoïstes sur les nationalistes du Kuomintang en 1949. La composition sociale de ce parti est totalement non ouvrière. L'ascension de Mao dans les rangs du parti avait coïncidé avec l'époque avec laquelle il cessait d'être une organisation ouvrière. Donc le parti communiste chinois, hein, évidemment on parle de celui-là. À la fin de 1926, au moins 66% de ses membres étaient des travailleurs, 22% des intellectuels et seulement 5% des paysans. Dès novembre 1928, donc 2 ans après, le pourcentage des ouvriers avait chuté de plus de 4/5 à 10%. Un rapport officiel admettait que le parti n'avait plus un seul noyau sain parmi les travailleurs de l'industrie. Un an plus tard, les ouvriers ne formaient plus que 3% et la chute se poursuivit jusqu'à une absence quasi totale à la fin de 1930. À partir de là, et jusqu'à la victoire finale de Mao, il n'y avait plus d'ouvriers dans le parti communiste. Donc pendant un certain nombre d'années, le parti fut confiné à des mouvements insurrectionnels paysans au plus profond de la Chine du centre, où il constitua une république soviétique chinoise. Ensuite, après une défaite militaire dans les provinces centrales en 1934, il s'installa au nord-ouest dans le Shenxi. Je ne sais pas si ça s'écrit et se prononce comme ça. Il n'y avait dans aucune de ces régions de classe ouvrière digne de ce nom. Okay, l'organe du Comintern n'exagérait nullement lorsqu'il écrivait « La région frontalière est socialement et économiquement l'une des plus arriérées de la Chine ». Alors rappelez-vous, arriéré, c'est un terme qu'il vaut mieux pas utiliser. Hein. C'est juste que l'économie, elle est, elle est basée sur la paysannerie, avec des méthodes de paysannerie qui sont anciennes. Alors, Chu Tei, je ne sais pas qui c'est, il faudrait que je vérifie, répétait « Les régions sous le contrôle des communistes sont les plus arriérées économiquement de tout le pays. Aucune ville réelle ne tomba sous le contrôle des communistes avant 2 années précédant l'établissement de la République populaire de Chine. » Donc on a un mouvement militaire de guérilla qui contrôle des zones, et ce mouvement est essentiellement basé sur des intellectuels et des paysans. Okay, les travailleurs avaient si peu d'importance dans la stratégie des communistes chinois pendant la période de lutte pour le pouvoir, que le parti ne jugea pas utile de convoquer un congrès national des syndicats durant les 19 ans qui suivirent celui de 1929. Donc il y a eu un congrès syndical, en fait c'est l'équivalent de la Kilt pour nous, il a eu lieu en 1929 et après, plus jamais. Il ne soucia pas davantage d'obtenir le soutien des ouvriers, comme en témoigne son refus déclaré de maintenir des organisations du parti dans les régions contrôlées par le Kuomintang pendant les années cruciales 37-45. Ok, donc il n'y avait pas y compris en clandestinité, il ne défendait pas l'idée d'avoir des cellules ouvrières dans les villes.
Lorsqu'en décembre 1937, en pleine guerre contre le Japon, le gouvernement du Kuomintang décréta la peine de mort pour fait de grève ou pour un simple appel à la grève, un porte-parole du Parti communiste déclara à un journaliste que le parti était pleinement satisfait de la façon dont ce gouvernement conduisait la guerre. Ah oui, pour rappel qu'à ce moment-là, dans le Kuomintang, il y a le PC. En fait, ils sont alliés contre le Japon. Même après le déclenchement de la guerre civile entre le Parti communiste et le Kuomintang, il n'existait pratiquement aucune organisation du Parti communiste chinois dans les zones contrôlées par le Kuomintang qui comprenaient tous les centres industriels du pays. La conquête des villes par Mao a révélé, plus que toute autre chose, le divorce complet du Parti communiste avec la classe ouvrière industrielle. Les leaders communistes se sont efforcés d'empêcher tout soulèvement ouvrier dans les villes à la veille de leur prise. Avant la chute de Tianjin et de Pékin, par exemple, le général Lin Piao, commandant de l'armée de libération populaire, publia une proclamation appelant les habitants à rester calmes et à poursuivre leurs occupations courantes. Les fonctionnaires du Yong Kuomintang ou le personnel policier de la province, de la ville ou du pays ou d'un autre niveau des institutions gouvernementales, le personnel du district de la ville, du village ou de la Paochia, ou la sécurité du Kuomintang, sont priés de rester à leur poste. Donc là, vous imaginez que vous êtes une armée de révolutionnaire, communiste, et vous dites qu'à la police, à toutes les institutions bureaucratiques de l'État bourgeois que vous combattez, de rester à leur poste. Voilà, c'est ça que ça veut dire en fait. Au moment du passage du Yangtze, qui est une rivière, avant la chute des grandes villes de la Chine centrale et méridionale, Shanghai, Hankou et Canton, Mao et Shu-te publièrent une proclamation similaire. Les travailleurs et les employés de toutes les professions continueront leur travail. Les fonctionnaires du gouvernement Kuomintang, au niveau central, provincial, municipal et tous les divers niveaux, ou les délégués de l'Assemblée nationale, membres des yuans législatifs et de contrôle, ou les membres du Conseil politique populaire, personnel politique et chefs des organisations de la Paochia, doivent rester à leur poste. Donc c'est la même chose cette fois pour tout. C'était pas une aberration le truc d'avant, c'est clairement vous ne bougez pas, vous ne dites rien et on s'occupe de tout et vous gardez même la police. Donc en règle générale, quand on fait une révolution, on se bat contre la police, on se bat contre les patrons, on se bat contre l'armée et ben là pas du tout. La classe ouvrière obtempéra et resta inactive. Donc ça c'est un deuxième point qui est central. Hein, on a déjà discuté, je l'avais écrit ici. Il faut que l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Il faut donc une auto-activité et une auto-organisation ouvrière pour une révolution prolétarienne. Ça paraît un minimum. Ici, on leur demande de continuer à travailler, de ne pas faire grève, de ne pas s'organiser en comité, etc., etc. On continue. Un rapport de Nankin du 22 avril 1949, 2 jours avant son occupation par l'armée de libération populaire, décrivait la situation de la façon suivante. La population de Nankin ne montre aucun signe d'effervescence. On a vu ce matin des foules de curieux se rassembler au mur de la rivière pour regarder le duel d'artillerie sur l'autre rive. Les affaires se font comme à l'accoutumée. Certains magasins sont fermés, mais c'est seulement parce qu'ils ne sont pas approvisionnés. Les cinémas projettent leurs films devant des salles pleines. Donc pas vraiment d'effervescence révolutionnaire. Un mois plus tard, le correspondant du New York Times écrivait de Shanghai. Les troupes rouges ont commencé à coller des affiches en chinois, invitant la population à rester calme et en lui assurant qu'il n'y avait rien à craindre. À Canton, après leur entrée, les communistes ont pris contact avec l'hôtel de police et ont donné aux officiers et aux hommes l'instruction de rester à leur poste et de maintenir l'ordre. Donc paye tes communistes révolutionnaires. Okay. La thèse de Trotsky selon laquelle les tâches de la révolution bourgeoise, comme la libération du joug de l'impérialisme, et donc rappelez-vous, il y a cette ambiguïté-là systématique, se libérer de l'impérialisme, c'est pas nécessairement la même chose que mener les tâches de la révolution bourgeoise. Ça, ces deux trucs sont collés ensemble systématiquement dans la théorie trotskiste, et il faudrait revisiter cette théorie parce que ça n'est pas la même chose. J'ai lu là récemment un texte qu'on m'a confié sur la révolution féministe écrit par un groupe de maoïstes où ils précisent un peu ce qu'ils entendent par justement féodal, semi-féodal, et ils décrivent en fait cette distinction-là qu'on peut faire dans certains pays entre la classe capitaliste, féodale, semi-féodale. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune autre analyse que de dire des mots. Par contre, ce serait intéressant de regarder plus en détail à quel moment ça veut dire. Parce que bon, j'ai l'impression que la plupart des pays, maintenant, sont des pays capitalistes et pas du tout de reste de féodalité, ou en sens où le capitalisme s'est adapté avec les traditions antérieures dans pas mal de pays, mais que, grosso modo, tout est à peu près sous la dynamique du capitalisme maintenant. Donc peut-être je dis des bêtises, il faudrait peut-être on en discute et un peu plus avancer plus loin.
Il y a un problème avec cette théorie, je trouve qu'elle n'est pas très bien, elle est pas très bien développée. Néanmoins, on continue. Voilà, donc cette fameuse libération, en tout cas la libération contre l'impérialisme, ça ne pouvait être accompli que par les travailleurs. Et ben, ça marche pas pour la Chine. Donc ça, c'est vraiment un truc important. On peut se libérer, faire une lutte de libération nationale, y compris contre l'impérialisme, y compris contre le marché, en l'occurrence contre le capitalisme ici, sans qu'il y ait aucune implication des travailleurs. Okay, donc ça, c'est un peu un point central, et ce qui vient rétroactivement confirmer la théorie du capitalisme d'État, puisque on verra les économies des pays comme la Chine et plus tard Cuba sont des économies capitalistes d'État complètes. Bon, maintenant on passe à Cuba. Donc Cuba aussi, c'est un classique. Un autre exemple de situation qui ne correspondait pas au scénario de Trotsky est fourni par les événements de Cuba. Là, ni la classe ouvrière, ni même la paysannerie n'ont joué de rôle sérieux. En tout cas, presque personne, effectivement. Les intellectuels de la classe moyenne ont occupé, dans l'ascension de Castro au pouvoir, la totalité de l'arène du combat. Le livre de Bright Mills, Listen Yankee, qui est un monologue plus ou moins authentique des dirigeants cubains, se préoccupe surtout de ce que la révolution n'était pas. Donc ça, c'est des citations de révolutionnaires cubains. La révolution elle-même n'était pas une lutte entre les travailleurs salariés et les capitalistes. Notre révolution n'est pas une révolution faite par des syndicats ouvriers ou des travailleurs salariés des villes ou des partis ouvriers ou quoi que ce soit de semblable. Les salariés de la ville n'avaient aucune espèce de conscience révolutionnaire. Leurs syndicats étaient comme vos syndicats en Amérique du Nord. Ils voulaient de l'argent et de meilleures conditions de travail. Il n'y a que cela qui les faisait bouger. Et certains d'entre eux étaient encore plus corrompus que chez vous. Waouh. À la suite de discussions avec les dirigeants cubains, Paul Baran, un partisan inconditionnel de Castro, écrivit « Il semblerait que la partie employée de la classe ouvrière industrielle soit restée globalement passive dans toute la période révolutionnaire. Formant la couche aristocratique entre guillemets du prolétariat cubain, ces travailleurs participaient au profit des monopoles locaux et étrangers, étaient bien payés par rapport aux standards latino-américains et jouissaient d'un niveau de vie considérablement supérieur à celui de la masse du peuple cubain. Le mouvement syndical relativement fort était dominé par le syndicalisme du business dans le style US, qui était totalement imprégné par le racket et le gangstérisme. » Donc là, on a une économie qui, pourtant, Cuba, c'est pas une île très riche. Hein. Ce qu'ils écrivent, c'est que la partie du prolétariat de l'île, donc des gens qui travaillent dans des usines, en fait, ils travaillent pour des boîtes probablement étrangères et ils gagnent relativement bien leur vie. Et en plus, ils ont effectivement un syndicat qui est en fait un truc patronal et qui n'est pas du tout un syndicat révolutionnaire. Et le reste de la population, qui vit probablement pas en ville mais à la campagne, elle est extrêmement pauvre. L'indifférence du prolétariat industriel expliquait l'échec total de l'appel à la grève générale lancé par Castro le 9 avril 1958, 16 mois après le début du soulèvement et 8 mois avant la chute du dictateur Batista. Ah, j'ai oublié que ça a duré 2 ans en fait ce truc. Ok, très bien. Les travailleurs étaient apathiques et les communistes sabotèrent la grève. Ce n'est que plus tard qu'ils devaient prendre en marche le train de Castro. Non seulement la classe ouvrière n'était pas impliquée dans l'ascension de Castro, mais la paysannerie ne l'était pas davantage. En avril 1958, le nombre total d'hommes armés sous le commandement de Castro ne s'élevait encore qu'à 180. Au moment de la chute de Batista, il ne se montait seulement à 803. Non, c'est précis. Les cadres des forces castristes étaient des intellectuels, et le petit nombre de paysans qui y participaient n'étaient certainement pas des salariés agricoles. Che Guevara a décrit les paysans qui ont rejoint Castro dans la Sierra Maestra. Les soldats qui considèrent notre première armée de guerrieros campagnards venaient de la partie de cette classe sociale qui montre son amour de la possession de la terre de la façon la plus agressive, qui exprime le plus parfaitement les stades d'esprit catalogués comme petits bourgeois. Au moins c'est clair, merci le Che. Le mouvement castriste était petit bourgeois. Les 82 hommes sous les ordres de Castro, qui venant du Mexique envahirent entre guillemets Cuba en décembre 1956, de même que les 12 survivants qui combattirent dans la Sierra Maestra, venaient tous de cette classe. Les plus lourdes pertes furent subies par le mouvement de résistance urbaine, issu dans sa majeure partie de la classe moyenne, qui créa les acides politiques et psychologiques qui dissolvèrent les forces combattantes de Batista. Donc, je ne sais pas qui écrit ce texte, 115, je regarderai là-dessus. D'une manière qui était caractéristique du mouvement cubain, Che Guevara affirmait que le rôle de la classe ouvrière industrielle serait insignifiant dans toutes les révolutions socialistes à venir. Les campesinos, avec une armée formée de leurs semblables et luttant pour des objectifs qui leur sont propres, essentiellement une juste distribution des terres,
viendront du pays profond pour prendre les villes. Cette armée, créée dans les campagnes où mûrissent les conditions subjectives de la prise du pouvoir, s'emploiera à conquérir les villes de l'extérieur. Ok, donc là, on a très net que la théorie de la libération, c'est une lutte armée de populations pauvres des campagnes qui viennent contrôler de l'extérieur la ville, y compris des fois contre le prolétariat. Donc on est très très éloigné, évidemment, de quelconque révolution ouvrière et communiste, en tout cas sur la base de classe. Alors, dans les autres parties du tiers-monde, la classe ouvrière n'a jamais joué le rôle autre que subsidiaire, même lorsqu'elle était présente. Elle n'agissait pas comme une force indépendante en lutte pour le socialisme révolutionnaire, comme elle l'avait fait en Russie au cours de l'année 17. Donc là, la différence, elle est très importante. La révolution de 17 est un contre-exemple de tout ce qui s'est passé après en termes de révolte, de renversement, de direction, etc., etc. Par conséquent, les tâches consistant à surmonter les relations socio-économiques internes arriérées et à accomplir la libération nationale du joug de l'impérialisme étaient prises en charge par une variété de forces en provenance de l'intelligentsia de l'État, qui jouait le rôle assigné par Trotsky à la classe ouvrière dans la théorie de la révolution permanente. Donc grosso modo, il dit que l'émancipation de l'impérialisme était organisée par d'autres classes que le prolétariat, contrairement à ce qu'avait prédit Trotsky. Bien que les résultats politiques obtenus en Afrique, en Asie ou en Amérique latine furent divers, c'est le capitalisme d'État à un degré plus ou moins achevé qui était le modèle dominant. Et ça, c'est quand même assez important. À chaque fois, ou presque à chaque fois, le système pour lutter contre le capitalisme, c'était de se rejoindre avec la Russie et de défendre une certaine forme de domination complète de l'économie par l'État. Un État qui est contrôlé par les mêmes petits bourgeois qui avaient fait la révolution. Ok. Je vais, m'arrêter là pour ce soir. Et, remarque, je peux encore en faire un petit peu. Parce qu'il est encore très long l'article. Et je pense que c'est bien de le voir après. Et je vais bien le préparer un petit peu parce que, comme je vous dis... Ah non, il y a le chapitre 5. Ah. Pour résumer, la seule révolution prolétarienne de l'histoire est celle de 17. Bah oui. Enfin, sauf si tu comptes la commune de Paris. Est-ce que tu en vois d'autres superfablis? Alors, ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu des choses dans lesquelles les travailleurs étaient impliqués. Hein. Tu vois, tu prends... à plein de moments, d'ailleurs, dans l'histoire des révolutions, il y a des travailleurs. Mais effectivement, en termes de victoire, la seule qui s'est passée, c'est celle de 17. Et si on prend après les grandes révoltes ouvrières et les conseils ouvriers, on trouve la commune de Berlin, grosso modo, révolution spartakiste en 19, la tentative d'insurrection en 23, donc ça c'est pour l'Allemagne. Il y a eu plein d'autres exemples après, dans les années 20 et 30. Et après, il y a la révolution espagnole en 36. Et après, le cycle de la Seconde Guerre mondiale fait en sorte que la domination par la Russie fait que quasiment le modèle devient celui soit du stalinisme, soit du maoïsme, c'est-à-dire qu'on peut se passer largement de la classe ouvrière. Et donc du coup, les mouvements ouvriers deviennent essentiellement dans les pays industrialisés comme l'Occident, donc mai 68, essentiellement pour l'Europe, et pas grand-chose d'autre en fait, à pratique. S'il y a la révolution iranienne en 79, où tout le début il y a des conseils ouvriers, il y a une forte tradition de lutte ouvrière en Iran depuis très très longtemps. On peut trouver après d'autres endroits, il y a souvent des grèves quand même, dans beaucoup de luttes. Tu prends l'exemple de la Tunisie, la révolution de 2011, le point de départ, c'est quand même des grèves dans l'industrie minière, notamment dans le sud, très fortes. Et une des forces motrices de la révolution, c'est la centrale syndicale tunisienne. Mais oui, effectivement, là-dessus, clairement, le mouvement ouvrier n'a pas mené de lutte de lui-même forte, de challenge du capitalisme depuis très très longtemps. Alors, ouais, si on peut finir, on va finir la théorie de la révolution permanente déviée. Puisqu'en fait, j'ai pas vu, mais le chapitre, il est fini avant. Ils ont pas mis sur la même page. Let's go. Donc là, je pense que c'est la thèse de Cliff qui est, pour moi, la moins étayée. Je vous ai dit à cause de cette ambiguïté qu'il y a entre féodalisme et quelle classe fait la révolution,
qui lutte contre l'impérialisme, il y a tout un aspect anticolonial qu'il faut plutôt retravailler. Et let's go. Les éléments de la base de la théorie de Trotsky peuvent être schématisés en 6 points. Donc le premier point, c'est une bourgeoisie qui arrive tardivement sur la scène du capitalisme est fondamentalement différente de ses ancêtres d'un siècle ou deux auparavant. Elle est incapable de fournir une solution révolutionnaire démocratique et consistante aux problèmes posés par le féodalisme et par l'oppression impérialiste. Elle est incapable de mener à bien la destruction systématique du féodalisme, la conquête d'une véritable indépendance nationale et la démocratie politique. Elle a cessé d'être révolutionnaire, que ce soit dans les pays avancés ou dans les contrariérés, elle est devenue une force absolument conservatrice. Alors ce point-là, je pense que c'est le point qu'il faut le plus révisiter. Il sait pas très bien qu'est-ce que c'est que c'est pas très clair ce que c'est que la destruction systématique du féodalisme. La bourgeoisie, elle devrait faire une conquête d'une véritable indépendance nationale. Ça, ok, ça par contre, c'est plutôt clair. Et la démocratie politique, ça, c'est marrant de mettre les trois en même temps. Ça voudrait dire que le chemin classique du capitalisme, c'est celui de la fin du féodalisme, la fin de la paysannerie en tout cas. Ensuite, l'indépendance nationale, donc tu deviens un pays qui est soit indépendant, soit qui est capable de challenger les autres pays sur le truc international. Et le troisième, c'est une démocratie politique, comme si tous les trois étaient un développement logique du capitalisme. Et ça, je pense que c'est très très contestable, y compris même parler de développement. Je pense que, par exemple, la démocratie politique, c'est quelque chose qui n'est pas du tout nécessairement associé à aucun des mouvements organisés par la bourgeoisie et ni par une autre classe. C'est pas un truc qui existe de ce point de vue-là, en tout cas pas bien. La forme que prend la démocratie, c'est essentiellement la forme qui existait des pays impérialistes occidentaux, hein. Et on voit c'est quelle démocratie, notamment quand on a des colonies, des pays colonisés. Mais bon. Voilà. Et donc, les bourgeoisies des pays locaux a cessé d'être révolutionnaires. Ça aussi, c'est un peu bizarre de dire ça, hein. Quand on a dit qu'il y avait plein de façons de faire pour amener le capitalisme, hein. Si on prend l'exemple de l'Allemagne, il n'y a pas eu de révolution. Il y avait plein de pays où il n'y a pas eu de révolution, en fait. Donc là, ça contredit un peu ce qu'il disait en tout début de chapitre. Bref, le rôle révolutionnaire décisif passe aux mains du prolétariat, même s'il est encore jeune et peu développé. Donc ça, c'est l'exemple russe qui date de 1905, à cause des grèves de 1905 et de 1917. La paysannerie, incapable d'une action indépendante, suivra les villes et conformément aux deux premiers points, se mettra sous la direction du prolétariat industriel. Donc là, ok. La paysannerie, en tant que groupe organisé, effectivement, souvent, n'est pas capable. Donc juste pour vous donner une citation, c'est la citation de Marx qui disait que les paysans, c'est comme des patates dans un sac. Si on tire le sac vers le haut, les paysans montent vers le haut. Si on tire le sac vers le bas, les paysans vont vers le bas. Donc en fait, ils suivent les autres classes. C'est une autre manière un peu méprisante de dire ça. La révolution socialiste ne peut être achevée dans les limites nationales. Ainsi, la révolution socialiste devient permanente au sens nouveau et le plus large du terme. Elle ne s'achève que dans le triomphe définitif de la nouvelle société sur toute notre planète. C'est un rêve étroit et réactionnaire que d'essayer de réaliser le socialisme dans un seul pays. Donc là, évidemment, c'est la référence au stalinisme et de dire que c'est pas possible de faire une révolution que dans un pays. Et donc, la théorie... J'ai sauté le point 4. Ah oui, t'as raison, merci. Une solution réelle de la question agraire et de la question nationale, une destruction des entraves sociales et impérialistes empêchant tout progrès économique rapide, rendra nécessaire une transgression des limites de la propriété privée bourgeoise. La révolution démocratique au cours de son développement se métamorphose directement en révolution socialiste et devient une révolution permanente. Ok. Donc là, il dit un truc qui est intéressant, que c'est quasiment impossible de s'émanciper par des méthodes normales de l'impérialisme, ok ? Et on est obligé pour ça de faire une transgression des limites de la propriété privée bourgeoise. Et on verra, on vient de citer des exemples, hein, que oui et non. Donc la révolution démocratique, au cours de son développement, donc tu vois, en plus, l'idée de parler encore de démocratie, mais enfin bon, peu importe, au cours de son développement, se métamorphose directement en révolution socialiste. C'est-à-dire que tu n'as pas le choix. Si tu veux réellement t'émanciper, il faut remettre en cause le capitalisme dans sa globalité. Et donc, comme elle est globale, et que tu veux te battre contre l'impérialisme, il faut qu'elle se propage à d'autres pays. Et donc là, de dire qu'elle est permanente aussi au sens où elle se propage dans tous les autres pays. Okay, elle est mondiale. Et donc, en conséquence, la révolution dans les pays arriérés
mènerait à des convulsions dans les pays avancés. Ok, alors, putain, j'aime pas ce terme de pays arriéré, vous savez, là-dessus. Bon, alors, let's go. Donc les 6 points. Alors, si la nature lâche et conservatrice de la bourgeoisie apparut tardivement, le premier point de Trotsky est à l'évidence une loi absolue. Donc ça, moi, je suis pas vraiment d'accord. Pourquoi c'est une loi absolue? Ok. Lâche et conservatrice de la bourgeoisie, mais ça veut pas dire qu'elle peut pas mener ses propres tâches d'émancipation, elle les fait juste pas via une révolution. Le caractère révolutionnaire de la jeune classe ouvrière n'est lui ni absolu ni inévitable. Ah, ça c'est clair. Donc on vient de le voir en Chine et encore mieux à Cuba. Et d'ailleurs, de manière générale, même quand elle n'est pas jeune, la classe ouvrière, son caractère révolutionnaire n'est ni absolu ni évitable. Il est vrai intrinsèquement au sens où c'est une classe qui peut faire la révolution, qui peut l'amener, mais ça ne veut pas dire qu'elle l'a fait. Et si la classe ouvrière n'est pas révolutionnaire, les points 3 et 4, 5 sont pour être réalisés, et ben il ne peut pas y avoir de révolution si la classe ouvrière n'est pas révolutionnaire. Et donc, à partir du moment où la nature révolutionnaire sans faille de la classe ouvrière, pilier central de la théorie de Trotsky, devient suspecte, toute la structure se décompose. Ben oui. Son troisième point ne se réalise pas. Donc le troisième point, rappelez-vous, il faut que la paysannerie suive le prolétariat. Or, s'il n'y a pas le prolétariat, la paysannerie ne suivra pas. Car la paysannerie ne peut pas suivre une classe ouvrière qui n'est pas révolutionnaire. Et tous les autres éléments s'en suivent. Mais ça ne suffit pas qu'il ne se passe rien. Donc ça, c'est important de dire qu'effectivement, il ne se passe pas rien. Un amalgame de circonstances nationales et internationales provoque un conflit entre les forces productives et les entraves du féodalisme et de l'impérialisme. Les masses paysannes entrent en mouvement de façon plus large et plus profonde que jamais auparavant. C'est chez elles que prend racine la rébellion nationale pour un meilleur niveau de vie et contre la ruine économique provoquée par l'impérialisme. Ce résultat était un type de transformation qui, tout en comportant des éléments de révolution permanente, s'en différenciait profondément. C'est ce que nous avait appelé la révolution permanente déviée, Deflected Permanent Revolution, une théorie qui a été formulée en termes généraux pour la première fois en 1963. Donc, vous notez quand même qu'il parle de féodalisme, il ne parle pas du tout de colonialisme, etc., etc. Donc ça, c'est un peu dommage. C'est un peu un gros manque de cette théorie-là, de point de vue chez Cliff. De manière générale, les théories coloniales et les théories antiracistes dans cette tradition du trotskisme, elles sont relativement faibles. Il faut quand même le noter. Si les deux classes essentielles de la société capitaliste moderne, les capitalistes et les travailleurs, ne jouent pas un rôle clé, l'une parce qu'elle est devenue une force conservatrice, l'autre parce qu'elle est détournée de son but par le stalinisme, le réformisme, comment un tel changement majeur a-t-il pu se développer? La pression des forces productives plus l'état de rébellion de la paysannerie n'étaient pas en eux-mêmes suffisants pour briser le joug des propriétaires fonciers et de l'impérialisme. Et donc il dit que 4 autres facteurs sont intervenus. L'affaiblissement de l'impérialisme mondial comme conséquence de l'accroissement des contradictions entre les deux superpuissances, chaque bloc étant paralysé par l'existence de la bombache. Cela a limité partiellement leur capacité à intervenir dans le tiers-monde de peur de déclencher une guerre entre elles. Donc là, il dit quelque chose qui est assez intéressant et qui est probablement pas vrai, qui est que c'est la guerre froide qui, en annulant la domination des deux États, des deux trucs, ont permis la création, une ouverture qui permet en fait des révolutions parce qu'on ne peut pas contrôler. Bon, en pratique, pour les États-Unis, c'est vrai, hein, mais c'est faux parce que la théorie des dominos ou tous ces trucs, ça a forcé les US à beaucoup plus intervenir, y compris à des endroits où elles pensaient que c'était position stratégique, et donc à créer une pression. Et pareil, la Russie, ils ont des fois empêché, et puis des fois aidé des mouvements. Donc ça, je ne suis pas du tout convaincu de ce point-là. Par contre, l'affaiblissement de l'impérialisme occidental au sens anglais et français, à cause de l'existence des deux autres blocs, celui-là, il est très réel. Et je pense qu'une partie des luttes décoloniales des années 50-60 vient du fait de l'affaiblissement, parce que les deux grandes puissances étaient tellement dominantes que l'Angleterre et la France, et puis de manière générale le Portugal, puisque c'est eux qui restaient, ont perdu leur colonie à ce moment-là. Alors, l'importance croissante de l'État dans les pays arriérés. C'est une des ironies de l'histoire que lorsque la société est confrontée à une tâche majeure et que la classe qui accomplit traditionnellement cette tâche historique est absente, d'autres groupes sociaux souvent organisés à l'intérieur du pouvoir d'État le prennent en charge. Dans de telles conditions, l'État joue un rôle très important. Il ne reflète pas seulement ou même de façon dominante la base économique nationale sur laquelle il s'élève, mais aussi les impératifs supranationaux de l'économie mondiale. Donc là, il dit qu'en fait, souvent, les tâches ont été faites par l'État, c'est-à-dire les dirigeants nationaux locaux,
ou à l'intérieur de l'organisation locale. L'impact du stalinisme et du réformisme dans le déviement de la force du mouvement ouvrier vers une direction différente de celle de la révolution socialiste. Donc non seulement le prolétariat il est faible, il est jeune, mais en plus il n'est pas amené à se battre pour la révolution. Donc très souvent les partis communistes ou d'autres mouvements similaires possédant une influence sur la classe ouvrière se sont efforcés de soutenir les forces locales représentant d'autres intérêts de classe et ont collaboré avec elles. Donc là c'est une phrase assez marrante parce que bon, qui fait référence évidemment déjà à la Chine de Mao dans le Kuomintang, puis à plein d'autres trucs. Tous les partis communistes quasiment ont fait ça. Qui disait la théorie de Staline qui était la révolution par étapes, qui ont fait d'abord justement la tâche dont parle Trotsky qui consiste à installer une démocratie bourgeoise et donc souvent participer de près ou de loin, ces groupes communistes, à la gestion avec les bourgeois locaux. Et ça s'appelle une lutte d'indépendance nationale. Ça ne veut pas dire que le Parti communiste ne peut pas le faire et il ne peut pas garder son indépendance. Là, il a l'air de dire, très souvent, c'est le fait que le parti, lui, ne défendait plus la révolution, qu'il n'y a pas eu de révolution. Donc là, il y a aussi un gros point aveugle là-dessus qu'il faudrait recreuser. L'importance croissante de l'intelligentsia dans la direction de l'unification de la nation et par-dessus tout de la manipulation des masses. Ce dernier point mérite d'être approfondi. Eh bien, approfondissons. Donc là, il dit carrément qu'il y a une nouvelle classe d'intello qui est née dans les pays qu'il appelle arriérés. Encore une fois, il n'y a pas du tout de colonisation, de choses comme ça. Ça n'apparaît pas du tout dans cette théorie. Donc je pense que c'est pour ça qu'elle a une très grosse faiblesse et qu'elle sonne bancale. Donc le rôle dirigeant de l'intelligentsia dans un mouvement révolutionnaire est directement proportionnel à la réaction générale, économique, sociale et culturelle des masses dont elle est issue et au-dessus de laquelle elle s'élève. Ça... il faudrait le montrer, il le dit, ça ne veut pas dire que c'est vrai. C'est-à-dire plus le pays est arriéré économiquement, plus l'intelligentsia a une importance dans un mouvement révolutionnaire. C'était caractéristique du mouvement populiste russe qui plus qu'aucun autre, mettait l'accent sur la nécessité de convertir à la révolution les éléments les plus arriérés de la société et les paysans, et qui était aussi le groupe qui accordait le plus grand prix à l'intelligentsia maîtresse de la pensée critique. Ok ? Donc du coup, c'est des groupes d'intello qui veulent organiser, qui ne se basent pas sur la classe ouvrière, ce que appelle Tony Cliff. Là encore une fois, ça manque vraiment de substance, ce truc. Continuons. L'intelligentsia révolutionnaire s'est avérée un facteur beaucoup plus cohésif chez les nations émergentes d'après-guerre que dans la Russie tsariste. Avec une propriété privée bourgeoise indigène trop faible pour transformer la situation, le sentiment que le fardeau de l'impérialisme devenait intolérable, le capitalisme d'État paraissait comme une solution possible. L'affaiblissement de l'impérialisme, l'importance grandissante de la planification étatique, l'exemple de la Russie et le travail organisé et discipliné des partis communistes donnèrent à l'intelligentsia un programme de cohésion sociale. En tant que seule section non spécialisée de la société, parce qu'elle n'était pas prisonnière d'un rôle de classe défini dans les rapports de production, l'intelligentsia est à la fois le berceau de l'élite révolutionnaire professionnelle et pouvait paraître représenter les intérêts de la nation dans son ensemble face à des secteurs en conflit et à des intérêts de classe. Au surplus, elle était le groupe social le plus imbu de culture nationale, les paysans et les ouvriers n'ayant pour cela ni les loisirs ni les connaissances nécessaires. Ok, donc en fait ce qu'il explique ici, sans le dire, c'est que les mouvements de libération nationaux de décolonisation ont été le fait en fait d'intellectuels qui ne se sont pas préoccupés d'organiser les travailleurs et qui se sont substitués aux travailleurs en développant une économie étatique en profitant du modèle de la Russie, parfois de l'aide, et du fait que les deux puissances étaient suffisamment en train de s'annuler réciproquement, et de la fin du pouvoir des anciennes dirigeants d'anciennes puissances impériales comme la France, l'Angleterre ou le Portugal. Donc ça, c'est effectivement le truc. Donc la base de classe, ce qu'il dit, des mouvements de libération décoloniale, c'est une base de classe d'intellectuels, qui a plein de propriétés, comme il dit, le plus imbu de culture nationale, voilà. Alors, il donne quand même aucun exemple de pays là, alors que si c'était une si belle théorie, il devrait trouver un exemple parlant de révolution permanente déviée. Alors, techniquement, la Chine, c'est un bon exemple de révolution permanente déviée. Il a donné deux exemples, il a donné la Chine et Cuba. Mais comme il a fait l'inverse, il a d'abord donné les exemples pour montrer que c'était du capitalisme d'État, et qu'après il décrit la théorie, on a l'impression que ce n'est pas les exemples qui décrivent la théorie, alors que c'est exactement ça. La Chine de Mao, des intellectuels
qui s'allient avec des paysans, qui font une lutte armée et qui font du capitalisme d'État. Le castrisme, des intellectuels qui se servent un peu des paysans, mais en tout cas pas des travailleurs, qui prennent le pouvoir et qui font du capitalisme d'État. Et à peu près, on a à peu près cette séquence décoloniale qui apparaît un peu partout. Okay, c'est pour ça que ça a l'air pas trop mal. Malheureusement, ça décrit des forces qui sont pas très claires, hein, même si évidemment le prolétariat n'a pas joué de rôle là-dessus. Par contre, je te dis, il faut creuser le truc sur, bon, il y a tout l'aspect colonial un peu plus à creuser, et aussi creuser l'aspect sur le féodalisme. Alors, on continue. Les intellectuels étaient également sensibles au retard technique de leur pays. Participant au monde scientifique et technique du XXe siècle, ils étaient handicapés par l'arriération de leur propre nation. Waouh, c'est dur à dire comme ça. Ce sentiment était accentué par le chômage intellectuel endémique dans ces pays. Oh là là, vache, putain. Étant donné le retard économique général, le seul espoir pour la plupart des étudiants était la fonction publique, mais celle-ci était loin de pouvoir employer tout le monde. Ok, donc là, c'est quand même pas mal de généralisations qu'il faudrait creuser là-dessus. Par contre, effectivement, un truc qu'il ne dit pas, c'est que tous les intellectuels de gauche des pays, notamment coloniaux, avaient évidemment comme modèle le développement des pays occidentaux. Et donc ça a vachement imprimé en fait toutes les théories de libération comme modèle, comme le truc qu'on veut, qu'on cible. C'est le développement scientifique, c'est tous ces trucs-là, au détriment en fait de tout ce qui était local. Ok. La vie spirituelle des intellectuels connaissait elle aussi une crise. Dans l'écroulement de l'ordre existant et la désintégration des schémas traditionnels, ils se sentaient sans sécurité, sans racines et sans valeurs fermes. Les cultures en dissolution donnaient naissance au besoin urgent d'une nouvelle intégration qui devait, si elle voulait remplir le vide social et spirituel, être globale et dynamique. Donc l'intelligentsia embrassa le nationalisme avec une ferveur religieuse. Ouais, là encore une fois, ferveur religieuse et le nationalisme. Il décrit peut-être des trucs précis, mais il ne le précise pas. Donc je pense qu'il faut peut-être prendre ça avec des pincettes. Cela dit, la phrase, c'est beaucoup de phrases lyriques, mais qui ont très peu de contenu, malheureusement, politique. Je suis un peu déçu. J'avais oublié ce passage. Ah, ok. Alors, avant que les pays n'obtiennent la liberté politique, les intellectuels se trouvaient dans une double pression. Privilégiés par rapport à la majorité de leur peuple, ils étaient cependant subordonnés au gouvernement étranger. Ah, bah là, ok, ça on comprend. Hein. Tous les intellos dans les pays type les pays coloniaux, c'est exactement cette situation. Ce qui explique les hésitations et les vacillations si caractéristiques de leur rôle dans les mouvements nationaux. Alors là, pour le coup, pourquoi ? Je ne sais pas. Leurs avantages créent un sentiment de culpabilité, de dette à l'égard des masses obscures, en même temps qu'un sentiment de distance et de supériorité à leur égard. Alors ça, c'est une réalité. C'est même d'ailleurs dit dans Fanon, sur les damnés de la Terre, par exemple, ça, typiquement. L'intelligentsia était désireuse d'intégration, mais sans assimilation, sans cesse d'être à part et au-dessus. Elle était en quête d'un mouvement qui unifierait la nation, lui offrant de larges perspectives, mais qui en même temps donnerait le pouvoir à l'intelligentsia elle-même. Oui, ok, ça c'est vrai. Ok. Ils avaient une grande foi dans l'efficacité, y compris dans l'ingénierie sociale. Ah bon ? Ils souhaitaient une réforme par en haut et auraient été heureux d'offrir un nouveau monde à leur peuple plein de gratitude, plus que de voir la lutte émancipatrice d'un peuple conscient de lui-même et librement organisé à aboutir à un monde nouveau pour eux-mêmes. Ah ouais, bon ça, ils n'étaient pas marxistes révolutionnaires, même s'ils l'étaient en termes. Ils considéraient que les masses, y compris dans les pays, servaient de force d'appoint et pas comme de force d'auto-organisation pour un monde meilleur. Ça, ok, clair et net. Ils étaient très intéressés par toutes les mesures susceptibles de sortir la nation de la stagnation, mais très peu par la démocratie. Ça aussi, le rôle historique, grosso modo, des luttes de libération nationale, c'est sortir la nation de la stagnation, de son développement économique, avec les règles du marché mondial. Et du coup, y compris, peut-être en se passant de la démocratie, en l'occurrence ici, ouvrière. Ils personnifiaient la tendance à l'industrialisation, à l'accumulation du capital, au renouveau national. Leur puissance est en relation directe avec la faiblesse des autres classes et de leur nullité politique. Ok, d'accord. Donc là, il décrit en fait toute une partie des classes dirigeantes des pays, des luttes de libération nationale. Bon, vu la variété, y compris théorique, idéologique, y compris de classe, de tous ces groupes, je ne sais pas exactement de qui il parle précisément. Il fait quand même un truc général qu'on a du mal à coller à des analyses particulières. Mais bon, grosso modo, il y a des trucs par exemple qu'on trouve dans Fanon qui sont expliqués là-dedans.
Donc tout cela faisait du capitalisme étatique totalitaire une perspective très séduisante pour les intellectuels. Ah oui, c'était là qu'ils voulaient en venir, ok. Très bien. Donc effectivement, ça a été le choix, mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'était pas la seule raison, hein. Il y a plein de choses quand tu veux faire développer des forces productives dans un pays comment dire, dont l'économie est très faible. Et ben souvent tu centralises, notamment quand le modèle de centralisation a l'air de fonctionner, comme c'était le cas pour la Russie. Et en fait, c'était eux, essentiellement, qui portaient la bannière du communisme dans les nations émergentes. Voilà, tout à fait, ce que je disais. Le communisme a trouvé un grand écho en Amérique latine parmi les étudiants et la classe moyenne. Écrivait un spécialiste de l'Amérique du Sud. C'est qui le spécialiste de l'Amérique du Sud? V. Alba. Donc, les personnes qui connaissent me disent s'ils le connaissent. Ce spécialiste de l'Amérique du Sud. Ok. Moi, je ne suis pas spécialiste de l'Amérique du Sud du tout. En Inde, au congrès du Parti communiste tenu à Amritsar en mars-avril 1958, 67% des délégués provenaient de classes autres que le prolétariat et la paysannerie. La classe moyenne, propriétaire terrien et petits commerçants. 72% avec une négation secondaire. En 1943, on découvrit que 16% des membres du parti étaient des permanents. Eh ben. Ok, donc on termine par le dernier paragraphe sur cela. En ce qui concerne le tiers-monde, la théorie de Trotsky suggérait que les forces motrices du développement social mèneraient à la révolution permanente et à la lutte des travailleurs pour le socialisme. Mais en l'absence d'un projet révolutionnaire, une activité et d'une direction prolétarienne, le résultat pouvait être une direction différente et un but différent. Le capitalisme d'État. Alors ça n'a pas tout été le capitalisme d'État, hein, typiquement. Hein. Notamment en Amérique du Sud, pas tout le temps. En faisant usage de ce qui, dans la théorie de Trotsky, était d'une validité universelle, le caractère conservateur de la bourgeoisie, et ce qui en était contingent, l'activité subjective du prolétariat, on parvenait à une variante qui, faute d'une meilleure appellation, fut nommée la révolution permanente déviée vers le capitalisme d'État. Cependant, le thème central de la théorie de Trotsky reste aussi valide qu'il a toujours été. Le prolétariat doit poursuivre sa lutte révolutionnaire jusqu'à ce qu'il triomphe dans le monde entier. Faute par lui d'atteindre ce but, il ne pourra pas instaurer le règne de la liberté. Ok, donc ça termine cette question-là, et ça pose plein de questions intéressantes sur la révolution dans les pays sous domination impériale, hein, parce qu'en fait c'est ça dont il s'agit. Donc les vagues de décolonisation, mais aussi que faire quand on est militante, révolutionnaire dans un pays. Un des meilleurs exemples, c'est la Tunisie, par exemple, où la révolution tunisienne, en fait, s'est heurtée à cette question-là. Qu'est-ce qu'on fait économiquement dans un monde où on est tout petit et on est serré, déjà de pays qui ont des armées puissantes et qui ont aussi des projets, des agendas politiques, quand on a une ancienne domination coloniale qui est très forte, d'autant que Ben Ali avait créé tellement d'ouverture vers le marché de libre concurrence que ça crée encore plus de pression pour le capitalisme, entre guillemets, la classe, l'industrie tunisienne. L'industrie d'ailleurs qui est essentiellement basée sur le fait de produire des ressources pour le reste ou de la main-d'œuvre pas chère. Donc essentiellement sur le littoral, le tourisme, l'industrie minière et la manufacture de trucs à faible coût comme par exemple les fringues. Et ça, c'est assez typique. Et puis l'agriculture, puisqu'il y a beaucoup de produits d'agriculture là-dessus en Tunisie. Pourtant, il y a des choses qui restent valables. C'est poser la question évidemment de constituante et donc du contrôle. C'est poser des questions démocratiques qui ont avancé d'ailleurs. Bon, après elles ont reculé, mais grosso modo elles ont avancé. Et se pose une question qui pour moi est centrale, qui est celle de la propagation. C'est-à-dire que la révolution tunisienne, elle donne un exemple de propagation à d'autres endroits. Et effectivement, elle donne aussi un exemple. La Tunisie, puis ailleurs, hein, y compris jusqu'à la Syrie, l'Égypte, etc., de plusieurs choses, notamment de groupes politiques qui sont capables de challenger des autres forces qui veulent prendre la direction de la révolution. Donc en Tunisie, ce challenge, il s'est fait assez vite, et du coup, pendant assez longtemps, il y a eu impossibilité, en fait, pour une partie de la classe dirigeante tunisienne de faire ce qu'elle voulait. Donc là, pour l'instant, visiblement, elle a gagné. A l'inverse, en Égypte, elle a très vite gagné et est revenue brutalement au pouvoir, comme en Syrie même. Il n'a jamais été renversé, enfin juste récemment, parce qu'il a commencé directement à assassiner sa population. Et donc dans les trois cas, en fait, ça donne trois situations complètement différentes.
du fait de l'auto-organisation des gens localement, du soutien qu'ils ont eu nationalement, internationalement, etc. etc. Bon, évidemment, le trotskisme habituel dit toujours les mêmes raisons, hein. Il suffit de créer un parti révolutionnaire qui serait autonome de la bourgeoisie pour mener à bien les luttes de classe dans le pays, et que en l'absence d'un tel parti et de son implantation dans les masses, eh ben, toutes les situations révolutionnaires sont vouées à l'échec. Alors qu'évidemment, dit comme ça peut paraître correct, mais si on veut comprendre finement qu'est-ce qu'on pourrait faire, peut toujours faire, ou qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, ça ne nous aide pas beaucoup. Malheureusement, ce genre d'analyse, il faut regarder plus finement les situations locales et les politiques locales. Néanmoins, se pose quand même la question centrale. Est-ce que c'est possible de faire une révolution ouvrière, auto-organisée, autogestionnaire, communiste, blabla, dans un pays type la Tunisie, par exemple, en pariant sur le fait que celle-ci se répande, ou en tout cas qu'elle soit suffisamment développée pour affaiblir l'impérialisme. Et là, c'est un point qu'il évoque pas beaucoup là-dessus, c'est qu'effectivement, ça c'est une réalité qu'a dit Trotsky, à partir du moment où la périphérie commence à donner des signes d'émancipation, ça a un impact sur le centre, c'est-à-dire sur les pays occidentaux impérialistes. Voilà, et on aura l'occasion de rediscuter de ce truc Stony Cliff. Comme je vous dis, ça c'est pas le meilleur de cette théorie. Néanmoins, alors, en vrai, le capitalisme d'État c'était très bien. C'était vraiment une démonstration, même un peu lourde, parfois à revenir tout le temps au texte marxiste, l'économie permanente d'armement. Il y avait déjà un peu moins de détails. Là, sur la révolution permanente déviée, ça manque de démonstration. Il y a trop d'affirmations et ça laisse beaucoup d'angles morts, j'ai l'impression. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. En fait, comme je disais, hein, le trotskisme après Trotsky, Tony Cliff, c'est quand même un héritage du trotskisme, j'allais dire classique. Il est non orthodoxe au sens où il ne développe pas la théorie de l'état ouvrier dégénéré, mais ça reste quand même une scission récente du trotskisme, et quand même une... Et d'ailleurs, on le voit, le SWP, qui est donc l'héritier du parti, reste très bloqué sur les questions notamment raciales, etc., etc. Et même sur les questions impériales, ils sont relativement campistes. Ils ont très peu compris, enfin en tout cas ils veulent pas comprendre justement cette partie-là, tu vois. Si on doit attendre systématiquement qu'il y a un groupe d'ouvriers qui s'organisent dans leur syndicat pour faire la révolution, et que dans toute autre situation en fait, ça va mener à la défaite, à la dictature et à l'impérialisme, parce que ça va jamais challenger au profond. Donc c'est un peu la position qu'on a des gens autour pas de révolution permanente, mais de lutte ouvrière, ou de ce groupe de type de trotskistes là. Et ben oui, c'est clair que si on attend le truc qui, comment dire, révolutionnaire, trotskiste, qui suit exactement toutes les recommandations qu'on a de Trotsky, on n'y arrive pas, quoi. Et ça, c'est une vraie question de comment est-ce qu'on fait pour développer des forces révolutionnaires dans des pays. Donc je prends l'exemple de l'Ukraine, mais y compris ça peut être la Palestine. En dehors, et je pense que c'est pas possible, des groupes de lutte nationale. Et donc il doit y avoir forcément un lien à un moment donné avec les trucs d'émancipation nationale, qui créent des espaces après, y compris pendant d'ailleurs la lutte, pour de l'auto-organisation. Et c'est cette auto-organisation qui va pouvoir avoir comme idée de qu'est-ce que c'est que le communisme, qu'est-ce que c'est que justement l'émancipation des travailleurs, etc., etc. Là, on le prend dans l'autre sens. On commence d'abord à convaincre les gens, alors qu'il faudrait d'abord pousser ce qui est de l'auto-organisation un peu partout, dans tous les trucs, ne pas se laisser faire. Et ça peut être très local, ça peut être l'auto-organisation de quartier contre la police, ça peut être un peu ce qui se passe en Ukraine, ce qui est l'auto-organisation pour faire des armes, pour aider dans les tranchées, pour amener des vivres, amener des trucs, des secours. Donc il y aurait plutôt des choses à creuser sur ce truc-là. Et justement, c'est plutôt d'ailleurs les anarches et les libertaires qui ont poussé là-dessus, et ils ont plutôt de l'avance politique là-dessus par rapport aux trotskistes qui développent des théories en fait sur ces questions-là, quoi. Voilà. Ça veut pas dire qu'il faut pas faire non plus le truc de créer des syndicats, de continuer à créer des syndicats, continuer l'agitation ouvrière et les grèves, etc., etc. Mais dire qu'il y a eu trop, comment dire, quand on lit les textes, typiquement les textes qu'on voit de lutte ouvrière sur le Moyen-Orient, les luttes de libération nationale, on a toujours cet aspect que le prolétariat, il n'a pas d'agentivité, il est toujours mal guidé et par ses dirigeants, et les choix qu'il fait sont toujours des mauvais choix, parce que les dirigeants, c'est pas des révolutionnaires prolétariens.
Et il y a toujours un peu de ça, quoi. Sans jamais analyser pourquoi c'était pas des révolutionnaires prolétariens, pourquoi ça n'est jamais arrivé. Et c'est ce que dit un peu Cliff, hein. Il dit que ça n'arrive pas parce que, comme par hasard, ils étaient tous staliniens, et les staliniens, ils voulaient pas la révolution. Ça suffit pas à expliquer. Voilà. Donc, c'est fini pour ce soir. Donc, il n'y aura pas de stream jeudi prochain, ce sera mercredi. Donc, on continue la suite, l'héritage du trotskisme après Trotsky. On va continuer, on va finir le Tony Cliff. Et c'est pas jeudi parce qu'il y a l'émission du NPA sur la Palestine que j'anime. Donc, je ne pourrai pas faire le stream. Mardi, on fait encore un stream sur le fascisme. Donc n'hésitez pas, on va lire des textes sur le fascisme. Donc les mardis, c'est les nazis. Et le jeudi, c'est Trotsky, sauf la semaine prochaine où ce sera mercredi. Voilà. Merci à tous et toutes. Et on continue à parler du trotskisme sur Internet. Ciao tout le monde.